Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les outils de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Vous êtes 401 inscrits, on a un maximum à 501, donc on est pour le moment dans la marge. Vous êtes là actuellement 184 à être connectés, on va attendre encore un tout petit peu pour que tout le monde soit bien présent, comme ça on va démarrer à 17h05 pétante, 185 inscrits, voilà, dès qu'on est à 200, à 17h05, on démarre. Vous avez un petit chat si vous souhaitez poser des questions. Je pourrais les relayer à nos intervenants. Et donc, on est ensemble jusqu'à 18h30. Voilà, 190, ça continue encore à se connecter. 191, ça monte doucement. Alors malheureusement, vous savez qu'on faisait ces rendez-vous 50 en présentiel jusqu'au 11 mars 2020. Voilà, on a basculé sur maintenant un système en ligne. Vous répondez présent, parce qu'on n'a jamais eu évidemment 200 personnes en présentiel, on était 25-30. Donc on attend impatiemment la fin du confinement, la fin des mesures barrières, la fin de tout ça. Alors, je ne sais pas si ça sera en 2021 ou avant ou après. Mais on reprendra nécessairement les rendez-vous 50 à la fois en présentiel, mais aussi en webinaire, parce que ça permet effectivement de faire participer un maximum de choses. Alors voilà, vous êtes plus de 200, 207 à être connectés, à 208, ça n'arrête pas, donc à être connectés en ce moment, et on va démarrer tout de suite pour pas prendre trop de retard, il est 17h05. Alors pour m'accompagner dans cette présentation des outils mis à votre disposition par l'ordre, deux élus, l'un que vous connaissez particulièrement bien puisqu'il a été président de l'ordre des experts comptables avant moi, c'est mon ami Julien Tocars, qui a accepté d'être président de la commission qualité et normes de l'ordre des experts comptables pendant cette mandature. Merci Julien d'être présent. Merci, bonjour. Et le deuxième, c'est Antoine Dallacopéan. Malgré son nom ne l'indique pas, mais Antoine est plutôt corse, mais il est résident parisien. Antoine a été élu avec Julien pendant 4 ans, et il a été élu avec moi pendant encore 4 ans. Et il s'occupe de la commission attractivité de l'ordre des experts comptables. Il a fait un travail incroyable, il va vous expliquer tout ça. Salut Antoine. Bonjour à tous. Salut à tous. Alors, pour démarrer, 3 parties. Votre exercice professionnel avec Cap Performance, les diagnostics et les outils, tout ça, Julien va vous l'expliquer, mais ça a été mis en place dans le cadre de la réforme du contrôle qualité. On va parler mission et recrutement avec Bibigger, Bibuzy et Pont avec Antoine. Et enfin, je vous présenterai le tout dernier service qui a été lancé aux universités d'été 2020, début septembre, qui est l'Espace Pro. C'est la possibilité pour vous de retrouver au sein de cet espace toutes vos interactions avec l'ordre des experts comptables. J'étais toujours surpris que quand on suit une formation de l'ordre, eh bien, on doit ensuite aller chercher l'attestation pour que le jour où un contrôleur qualité vienne nous voir, on lui montre qu'on a bien suivi cette formation. Donc je me suis dit, il y a un problème, il faut qu'on règle ça, il faut que tout le monde communique à SFOREF, ordre des experts comptables, etc. Bon voilà, donc on va vous détailler tous ces outils et on va commencer tout de suite avec Julien sur Cap Performance, la plateforme de référence des outils numériques. Julien, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, merci d'être là si nombreux. Alors on va faire un petit tour effectivement des différents outils qui existent sur cette plateforme. Cette plateforme, on l'a mise en place en 2012 et on avait commencé à l'époque par le manuel cabinet qui a eu un énorme succès puisque c'était l'époque où on avait l'obligation de mettre en place un manuel cabinet. Et puis au fil du temps, on l'a enrichi avec de nombreux outils. Je vais vous montrer certains des nombreux outils dans les slides qui suivent. Je voudrais rajouter aussi qu'on a rajouté à ce site Cap Performance une formation qui s'appelle Performance Academy, dont l'objet est de faire de l'expert comptable qui passe de technicien à chef d'entreprise. C'est un cycle de 6 journées qui s'étale en général sur 6 mois, où on vous apprend tous les outils de management, communication numérique, etc. Et on a eu un énorme succès ces dernières années, puisque je ne sais plus combien il y a eu d'inscrits, mais ça a été assez incroyable. Laurent, tu as peut-être les chiffres en tête, mais bon, bref, on a fait un énorme succès avec cette formation qui existe, qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Tous les participants ont été ravis. À chaque fois, on a des retours incroyables de cette formation. Alors, sur les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a tout d'abord
le diagnostic conformité. Alors, ce diagnostic, alors peut-être avant ça, je vais vous faire un petit topo de ce qu'on est en train de faire sur la partie contrôle qualité, même si on a déjà fait un rendez-vous aux 50 l'année dernière, mais c'était pour vous remettre un petit peu les idées en tête. On a fait une grande réforme avec Laurent sur le contrôle qualité, puisque le contrôle, vous le savez, jusqu'à maintenant, c'était plutôt de contrôle de normes. On a rajouté une partie de diagnostic performance. C'est-à-dire que le contrôle qualité va se diviser en deux, avec une partie toujours le contrôle de normes, et cet outil va vous aider là-dedans, justement, et une deuxième partie sur un diagnostic performance. C'est un autre outil qu'on verra juste après, et je vous expliquerai un peu plus comment il fonctionne. Alors, le diagnostic conformité, l'objectif de ce diagnostic, c'est, en général, ça va s'appliquer le jour où vous avez un contrôle qualité. Il y a énormément de normes qui s'appliquent à votre cabinet. Vous ne savez pas trop si vous êtes dans les clous ou pas. Et bien, très simplement, en remplissant ce questionnaire qui est sur le site Cap Performance, vous allez pouvoir voir assez rapidement si vous êtes dans les clous au niveau des normes ou pas. Et c'est un diagnostic qui est en plusieurs phases, qui est assez rapide à remplir, c'est l'objectif. Et à la fin, bien sûr, vous aurez un rapport qui va vous donner des préconisations, vous dire s'il y a des actions urgentes ou moins urgentes à mener en fonction des thématiques. Parce qu'il faut savoir, en contrôle qualité, il y a certaines actions qui sont bloquantes, comme par exemple ne pas avoir mis la norme lab en place, et d'autres qui le sont moins, qui font juste l'objet de remarques, on va dire. Donc, ça va vous permettre de faire un premier contrôle à blanc en remplissant ce questionnaire en ligne et voir si vous êtes bon ou pas. Si vous n'êtes pas bon, vous avez un rapport de diagnostic et vous pouvez corriger donc les points qui ne vont pas. Ce diagnostic, je pense que dans le slide d'après, on le détaille un peu plus. Hop. Non, en fait, ce qu'il faut rajouter, Julien, c'est qu'évidemment tout ça, c'est complètement anonyme et confidentiel. L'objectif, c'est vraiment d'être un outil pour vous. Mais à l'issue du diagnostic, si vous le souhaitez, et vous pouvez le reprendre à plusieurs reprises, c'est pour ça qu'on vous demande de vous identifier avec un identifiant, mais vous pouvez mettre n'importe quel identifiant, il n'y a pas de rapprochement avec vous. Même si vous utilisez votre compte expert, on ne dira pas, regardez ce qui a été fait. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, et lorsque vous avez un autodiagnostic qui correspond à quelque chose de performant, il est tout à fait possible, si vous le souhaitez, de nous le transmettre. On part du principe qu'on peut mettre en place une sorte d'autocontrôle en matière de respect de la réglementation et demander à chaque expert comptable de s'auto-évaluer. Et si vous avez l'envie de nous le transmettre, vous pouvez nous le transmettre. On en tiendra compte, nous, dans la fréquence des contrôles qualité. On part du principe qu'un confrère qui a fait l'effort de s'auto-évaluer en matière de respect des normes est moins susceptible qu'un autre de pouvoir poser des difficultés en cas de contrôle qualité. Alors, Laurent, c'est bien, tu as devancé les propos puisque j'allais venir, c'est gentil. C'est effectivement une partie de la réforme du contrôle qualité aussi, c'est de mettre en place une approche par les risques. Et dans le cadre de cette approche par les risques, bien sûr, l'idée, c'est de contrôler un peu plus les cabinets qui sont plus à risque. Et il va falloir définir un certain nombre de critères de risque. Un des critères, ça peut être celui-là, c'est-à-dire que si vous estimez que votre diagnostic conformité norme est bon, vous nous l'envoyez et à ce moment-là, on le prendra comme un critère de risque faible. Alors bien sûr, vous ne faites pas d'illusions, si tout est parfait, ça va être aussi un critère de risque fort parce qu'on se doute bien qu'il n'existe pas un cabinet en France qui respecte 100% de toutes les normes à la perfection. Ça n'existe pas. Même le cabinet de Laurent, il est perfectible à certains endroits. Donc faites attention. Remplissez-le de manière correcte et avec la vraie vérité de ce qui se passe dans votre cabinet. Et à ce moment-là, effectivement, ça pourrait être pris comme un critère de risque faible. Alors, vous le voyez comment mon diagnostic conformité, il est fait un petit peu comme le questionnaire, tout simplement,
le questionnaire du contrôle qualité sur la partie norme, hein, j'entends bien. Donc, il y a les grandes thématiques, règles professionnelles, anti-blanchiment, bien sûr. À ce titre, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais en ce moment, les pouvoirs publics mettent l'accent là-dessus. Donc, faites un gros effort sur la norme anti-blanchiment. Je sais, c'est du formalisme. Je sais, c'est pas drôle à faire, mais c'est obligatoire. Et il y a un moment donné, le législateur risque de nous taper sur le doigt s'il n'y a pas un certain formalisme qui est fait dans les cabinets. Faites vraiment attention là-dessus. Je mets l'accent là-dessus. Qualité, organisation du cabinet. Alors ça, c'est notamment la partie manuel cabinet que vous pouvez remplir d'ailleurs en ligne sur le site Cap Performance si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que je crois qu'il y a eu 5 ou 6 000 cabinets, manuels cabinets qui ont déjà été téléchargés. Acceptation, lettre de mission. Ça, pareil, je vous montrerai un outil juste derrière qui va vous permettre de faire les lettres de mission en ligne et réalisation des missions. Donc ça, c'est le dossier de travail et tout ce qui en suit, quoi. Donc, avec ça, vous allez avoir un diagnostic complet. Là, on vous a mis un petit exemple de rapport avec un score. Et puis derrière, normalement, d'ailleurs, ce diagnostic se garde en mémoire et vous pouvez y retourner en le recomplétant au fur et à mesure que vous avez fait les améliorations pour voir ce que ça donne. Je le répète, Laurent l'a déjà dit, vous pouvez y aller, c'est totalement anonyme. Absolument personne en dehors de vous n'a accès à ce diagnostic, hein. On n'y a accès que si vous le voulez bien, c'est-à-dire vous nous le transférez dans le cadre du contrôle qualité pour avoir une approche par les risques. Voilà, c'est uniquement votre volonté de nous le transmettre, sinon il reste totalement confidentiel, d'ailleurs comme tous les outils que vous allez voir à la suite. Alors peut-être qu'il y a eu des questions là-dessus, Laurent ? Non, pas de question. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot. En fait, l'idée, c'est de répondre à une question qui est toute bête, hein. C'est que souvent, en fait, les cabinets, on s'en aperçoit, les confrères, ne savent pas s'ils sont en phase avec les attentes de l'institution en matière de respect des normes et de la réglementation. Voilà. Là, en l'espace de quelques clics, donc une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, vous pouvez vous auto-diagnostiquer et savoir où vous en êtes. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une demande de report à 1 an. On fait le test et puis on voit quelles sont les marges d'appréciation. Idéalement, il n'est pas normal que lorsque vous recevez un courrier vous indiquant qu'un contrôle qualité va avoir lieu dans votre cabinet, ça soit le branle-bas de combat, mobilisation de tout le monde, et on commence à checker les dossiers. Ça n'a pas de logique. Soit vous respectez les normes de manière habituelle et il y a un intérêt à le faire en termes de sécurité, en termes de qualité. Voilà, c'est l'objectif de ces normes. Elles sont pas là uniquement pour faire plaisir à l'institution. Elles sont là pour améliorer la sécurité et la qualité des prestations rendues par les cabinets. Donc le fait de respecter les normes devrait normalement être naturel et le contrôle qualité devrait pouvoir avoir lieu à tout moment sans préavis. Donc on est en train avec cet outil en fait de vous permettre de vous assurer à tout moment que vous êtes dans les clous de manière à ce que le contrôle qualité ne soit pas du tout une contrainte, mais bien un rendez-vous d'échange avec le contrôleur. Et un moment de plaisir, tu peux rajouter, Laurent. Alors, on a des confrères, comment transmettre le questionnaire et à qui on l'envoie. En fait, quand vous faites votre autodiagnostic, à l'issue de celui-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer, vous identifier et nous le transmettre. C'est automatique, il n'y a pas besoin de l'imprimer. Oui, c'est directement dans l'outil, hein. Vous le verrez, c'est vous qui cliquez et qui faites la manip, hein. Il y a d'autres questions ou c'est bon? Alors, ce que je voudrais préciser par rapport à ce que disait Laurent, en fait, sur le site Cap Performance, on vous a mis en place là tous les outils possibles pour que vous soyez conforme aux normes. Puisqu'il y a ce diagnostic performance pour vous tester, vous verrez derrière, il y a toutes les fiches pratiques sur les normes, hein, avec des exemples très concrets, et il y a l'outil l'aide de mission et le manuel cabinet. Donc avec tous ces outils, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour être totalement conforme à l'ensemble des normes de la profession. Tu avais d'autres questions? Non, on a une sorte de traducteur des normes, les normes. Mais on va le voir après, en fait. Ah ben voilà, alors j'en dis pas plus. Diagnostic performance. Alors, diagnostic performance, j'en parlais en introduction. Donc, en fait, ça fait partie de notre réforme sur le contrôle qualité.
Donc, je vous l'ai dit, quand vous allez avoir un contrôle qualité, bientôt, j'espère pour vous, puisque vous allez voir, ça va vous permettre d'améliorer la performance de votre cabinet, le matin sera traditionnel pour ceux qui ont déjà eu des contrôles qualité. C'est-à-dire que on va faire le diagnostic sur les normes, le contrôle, le questionnaire, etc., ce que vous faisiez avant. On va vous contrôler 1 ou 2 dossiers aussi de travail. Et l'objectif, c'est de tenir dans la matinée sur cette partie-là. On a fait des contrôles tests, ça tient, puisqu'il y a eu une dizaine, 10-15 contrôles tests, et à chaque fois, on a réussi, quand il n'y a qu'un associé, un petit cabinet, 5 personnes avec un associé, toute la partie norme tient dans la matinée. L'objectif, c'est que l'après-midi soit consacré au diagnostic performance. Et pour ça, il y a 2 choses qu'on a fait. Tout d'abord, au préalable, vous allez remplir ce diagnostic de performance qui sera communiqué à votre contrôleur. Je précise, encore une fois, ce diagnostic performance ne rentrera absolument pas dans vos conclusions de contrôle qualité. C'est purement un échange informel dans le cadre du secret professionnel entre le contrôleur qualité et vous-même. Donc, tout ce que vous pourrez dire dans ce cadre-là ne sera absolument pas remonté dans le cadre du contrôle qualité. C'est important parce qu'il faut absolument que ça soit un échange totalement libre, sinon ça n'a pas de sens. Donc, vous allez remplir ce diagnostic de performance, le contrôleur va le récupérer, va commencer à l'analyser, et bien sûr, l'objectif du contrôleur, c'est de vous donner quelques pistes d'amélioration dans le cadre de la performance de votre cabinet. Pour ça, eh bien, on a formé la totalité de nos contrôleurs à Performance Academy. Donc, Performance Academy, je vous en parlais au départ, ils ont fait les 6 journées sur le marketing, la communication, le numérique, voilà, tout ce qui permet d'être performant dans le développement de son cabinet et de son entreprise. Donc, l'ensemble des contrôleurs sont formés à ça et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir vous accompagner au mieux. On peut peut-être d'ailleurs le voir, descendre un petit peu, vous allez voir comment il est fait. C'est assez rapide à remplir. Moi, j'ai fait le test sur mon cabinet et je peux vous dire que le diagnostic est assez bien fait au final. Il y a un rapport qui est assez, avec des préconisations, bien sûr, qui est assez bien fait. Et ensuite, bien sûr, le contrôleur partira de ces préconisations. Donc, vous voyez les différentes thématiques. Si on peut remonter à la slide d'avant, c'était parfait, voilà. Donc, situation du cabinet, projet du cabinet, organisation du process, pilotage, où vous en êtes du numérique, votre RH, votre management, quels sont les outils mis en place. Voilà, tout ce qui fait que une entreprise, tout simplement, pas simplement un cabinet, mais une entreprise fonctionne bien. Quelles relations clients, quels outils de relations clients, est-ce que vous avez un CRM, quels outils marketing, comment vous communiquez, est-ce que vous avez un site internet, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, comment vous faites pour votre développement commercial, comment vous traitez vos nouvelles missions. Voilà, toutes ces thématiques qui sont des thématiques indispensables. Vous le savez, aujourd'hui, on est dans une période de mutation, on le dit suffisamment, notamment avec l'arrivée de la facturation électronique qui va être un big bang pour la profession, c'est très clair. Eh bien, il faut se préparer à ça. Et pour se préparer à ça, il faut faire un diagnostic performance efficace et puis commencer à aller vers une vraie stratégie de mise en place marketing, communication, toutes ces thématiques qui sont là, qui sont indispensables. Peut-être que derrière, on peut aller à la slide suivante, Pascal, et voir un exemple de rapport. Voilà, il y a une note globale, alors ça ne veut rien dire, hein, mais ça vous permet de vous situer un petit peu, parce qu'il faut le dire aussi, dans ce diagnostic, plus on aura de réponses, plus on aura de personnes qui vont faire le diagnostic, et on va faire un benchmark derrière, c'est-à-dire qu'on va vous situer par rapport à l'ensemble des cabinets. Donc, votre score, ça va être un score par rapport à l'ensemble des cabinets. Par exemple, si vous avez mis, si vous êtes très bon en marketing, etc., vous serez plutôt sur la fourchette haute par rapport à l'ensemble des cabinets, ce qu'ils ont répondu. Donc, ça sera benchmarké. C'est ça qui est intéressant. Ça va vous permettre vous aussi de voir où vous en êtes par rapport à la profession. Ça, c'est indispensable. Donc, il y a un premier rapport qui est un diagnostic. Et ensuite, normalement, il y a un deuxième rapport qui est un rapport de préconisation. Je ne sais pas si on le voit dans les slides. Pascal, les slides suivants peut-être. Suivante. Rapport, performance. Non, on ne le voit pas.
Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, sachez que quand vous le faites en ligne, vous allez le tester. Donc, il y a un premier rapport qui est le diagnostic et il y a un deuxième rapport qui vous donne déjà des préconisations dans toutes les thématiques que vous avez vues. Donc, ça vous permet déjà de vous donner quelques pistes assez fiables, hein, parce que je vous le dis, moi, je l'ai testé et ça reflète assez bien la réalité du cabinet et le questionnaire que j'avais rempli, c'est assez efficace. Derrière, pour aller plus loin, quand vous êtes en contrôle qualité, le contrôleur va partir de ce rapport et de ses préconisations pour que derrière s'entame un dialogue avec vous et pour qu'il puisse aller plus loin dans les préconisations. Alors, on est très conscient qu'en une demi-journée, le contrôleur ne va pas vous révolutionner le cabinet. Hein. Mais des fois, il suffit de quelques déclics pour vous dire, tiens, j'y avais pas pensé, pour aller sur certaines pistes. Parce que il y a aussi des choses, on est souvent né dans ces dossiers et le fait d'avoir un regard extérieur, même d'une demi-journée sur son cabinet, je peux vous dire que ça fait du bien et ça permet aussi d'avancer plus vite et de passer un cap, surtout en ce moment, c'est important. Tu as des questions, Laurent, là-dessus ou pas? Oui, alors effectivement, j'ai plusieurs questions. D'abord, une petite précision. Comme vous l'a expliqué Julien, aujourd'hui le contrôle qualité c'est deux volets. Un volet conformité, c'est le diagnostic de conformité, et un volet performance. Euh, ce qu'on a mis en place là, c'est une sorte de retour aux sources du contrôle qualité tel qu'il avait été imaginé quand il a été mis en place en 1983. Ce que dit l'article 402 du règlement intérieur de l'ordre des experts comptables, que vous pouvez trouver facilement sur Google, je vais vous le lire, c'est la mise en place des contrôles qualité au sein de la profession répond à plusieurs objectifs. Le 1, c'est donner au public une meilleure perception de la qualité des prestations offertes par la profession. Le 2, c'est harmoniser les comportements professionnels. Le 3, c'est contribuer à la bonne organisation des structures d'exercice professionnel et au perfectionnement des méthodes de travail. Et tout ça, c'est de la performance en fait. Le 4, enfin, c'est apprécier l'application des règles et des normes professionnelles. Et enfin, le 5e point, c'est de développer la solidarité au sein de la profession en rapprochant les professionnels des instances et en favorisant les contacts entre professionnels inscrits au tableau et à la suite du tableau. Donc en fait, on avait bien ces 5 objectifs et au fil de l'eau, au fil du temps, on en a oublié au moins les 3 premiers. On avait effectivement conservé la confraternité dans les échanges entre les contrôleurs et les contrôlés, mais on s'était focalisé exclusivement sur le respect des normes et de la réglementation en laissant de côté tout ce qui était performance du cabinet, amélioration de la perception de la qualité des prestations offertes, harmonisation des comportements professionnels et organisation des structures d'exercice. Donc on essaye maintenant de revenir aux sources et de proposer ces deux volets qui sont, à mon sens, les deux volets essentiels sur lesquels doivent reposer le contrôle qualité. On peut préciser une chose, Laurent, c'est-à-dire que, alors, d'abord, cette réforme, je l'ai mise en œuvre, mais c'était sur ton idée, et je te remercie parce qu'elle est excellente. Hein. Je la trouve très bonne, en tout cas. C'était la nôtre. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en même temps qu'on a entamé cette réforme à l'ordre de Paris, le SUP a voulu entamer aussi une réforme une réflexion sur la réforme du contrôle qualité. Ce qui est arrivé de cette réforme du Conseil sup, c'est qu'ils ont voulu introduire un contrôle fiscal, vous avez bien entendu, un contrôle fiscal dans le cadre du contrôle qualité. Donc, vous l'avez vu, à Paris, on essaye de faire un contrôle qualité utile, et au sup, ce qu'il en découle, c'est un contrôle encore plus administratif et contraignant. Donc, heureusement, Laurent, tu peux le dire, mais les textes nous permettent de refuser cette réforme du Conseil sup, puisque c'est le Conseil régional qui organise le contrôle qualité. Donc très clairement, Laurent a fait un beau courrier à notre président national pour lui expliquer que tant qu'on serait vivant et élu, jamais, jamais, au grand jamais, un contrôle fiscal ne sera établi par les contrôleurs qualité dans le cadre du contrôle qualité à Paris, en Île-de-France. Voilà, c'est très clair. C'est absolument scandaleux. C'est pas le rôle du contrôle qualité. Laurent vient de redonner les règles du contrôle qualité qui sont très précises et introduire, sans même que la tutelle le demande, un contrôle fiscal dans le cadre du contrôle qualité, c'est absolument un vrai scandale. Et donc, on s'y est opposé fermement et on s'y opposera à jamais, on va dire. Alors, les questions des confrères. Première question. Est-ce qu'il n'était pas question que le contrôle qualité soit dissocié et scindé du contrôle LAB? Aujourd'hui. Alors, tu peux peut-être répondre à ça, Laurent.
Ouais, très rapidement, en fait, j'ai déjà répondu par écrit. Aujourd'hui, en fait, la règle, c'est que c'est toujours les contrôleurs qualité qui s'occupent de s'assurer qu'on respecte les procédures en matière de lab. Le projet du Conseil supérieur est effectivement de mettre en place des contrôleurs dédiés. Mais compte tenu des élections, le questionnaire qui a été envoyé n'ayant été rempli que par les 2 tiers des professionnels en exercice, ce projet est pour le moment en discussion. En stand-by. Et donc, ça dépendra en fait du résultat des élections. Est-ce que c'est un corps dédié ou est-ce que c'est toujours les contrôleurs qualité qui s'en occupent? Comment on va gérer ça? La deuxième question est de savoir si par rapport au diagnostic performance, il sera possible de récupérer les moyennes du secteur. Alors, en fait, le secteur, c'est évidemment que l'expertise comptable. Hein. Oui, Donc, oui. voilà. Alors, c'est pas les En fait, moyennes du secteur, c'est les moyennes de ceux qui ont répondu en fait au exactement. questionnaire. Voilà. Donc, plus il y aura de monde qui répondra, plus on aura des chiffres qui sont proches de la réalité, on va dire. Alors, il y a Didier qui rebondit sur ce que tu as dit, Julien. Il y a contrôle fiscal des clients ou du cabinet. En fait, la Des réforme clients du cabinet. voilà. En fait, ce que demande le comité qualité du Conseil sup, c'est qu'on examine à l'intérieur, c'est que le contrôleur qualité examine si dans le dossier du confrère, il y aura 10 points de contrôle en tout. Si on a documenté les amortissements, on a documenté les provisions, on a documenté les déductions et les réintégrations de la 2058, s'il y a une cohérence de chiffre d'affaires, etc. En fait, ils veulent vérifier que le cabinet d'expertise comptable, l'expert comptable a bien fait le minimum de diligence en matière fiscale qu'il est censé faire sur l'ensemble de ses dossiers. Voilà la position du Conseil sup là-dessus. Ils nous disent, en fait, la mission de présentation, c'est essentiellement une mission fiscale. Et donc, on doit s'assurer que les confrères ont bien rempli leur diligence en matière fiscale sur les dossiers de leurs clients. Voilà. C'est tout à fait contraire à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui en matière de contrôle qualité. C'est-à-dire qu'en matière de contrôle qualité, on ne vérifie jamais si en matière sociale on applique les bons taux, ou si en matière juridique on a convoqué correctement les assemblées, ou si en matière comptable on a bien passé les bonnes écritures à la clôture. Vous voyez, on s'assure que le confrère, quand il doit respecter les normes et la réglementation, c'est de savoir s'il a effectivement une lettre de mission, il s'est interrogé sur la continuité de la mission avec le client, s'il a l'identité de ses clients pour la lutte anti-blanchiment, voilà. Mais on a la relation entre le cabinet et le client, mais pas des diligences qu'accomplit en fait, Laurent, c'est assez simple. On est le Conseil régional de l'ordre. Donc nous, notre contrôle, c'est le respect des normes professionnelles. Le reste, c'est l'administration fiscale, c'est l'URSSAF, c'est pas nous. Mais nous, on respecte les règles qui ont un trait à la profession, c'est tout. Exactement. Ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est dans les textes. Ce qu'introduit le Conseil sup n'est absolument pas dans les textes. C'est illégal, on va dire. C'est totalement illégal. Leur point de vue, c'est de considérer que la disposition qui consiste à dire que le contrôle qualité répond à l'objectif d'apprécier l'appréciation des règles et des normes professionnelles. Pour eux, il y a les règles d'un côté et les normes professionnelles de l'autre. Nous, on entend on parle bien des règles et des normes professionnelles. Bah oui. Ils n'ont pas des règles d'un côté et des règles fiscales, parce que sinon, il faudrait qu'on vérifie si le cabinet d'expertise comptable applique toutes les règles en matière fiscale, sociale, juridique, enfin, on s'en sort plus. Non, mais on commence à mettre le doigt dans le grand délire. On met le doigt dans un truc, puisqu'on finira pas. Okay. Alors, j'ai une question de Jean Vignol qui demande si le contrôle qualité est pratiqué avec la même philosophie dans les autres conseils régionaux. La réponse est non, à ce stade. En fait, quand on a mis en place cette réforme avec Julien, c'était en 2018, qu'on a lancé fin 2018. Elle a été mise en œuvre en 2019 et elle devait se déployer sur 2020. Avec le Covid, évidemment, on a un peu différé puisqu'on a retenu tous les contrôles qualité en 2020. On s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure année pour aller faire des contrôles qualité chez les confrères. Donc, on a suspendu tous les contrôles qualité en 2020. On a conservé uniquement les contrôles qualité qui étaient programmés en 2019 et pour lesquels les confrères nous avaient demandé un report d'1 an. Donc évidemment, ceux-là, on va les faire, mais on va redémarrer en fait avec une année blanche en termes de contrôle. Je suis désolé, ma connexion s'est coupée. Voilà. Donc, quand on a mis en place cette réforme en Île-de-France, le Conseil supérieur s'en est ému en se disant mais c'est à nous de faire ça. On a dit bah oui, pas de problème, on vient vous présenter notre projet quand vous le souhaitez. Ils ont pas voulu qu'on aille les voir. Ils ont fait leur
travail, leur réforme dans leur coin, sans vouloir nous recevoir pour qu'on leur présente nos travaux. Bon, voilà. Donc maintenant, dans les autres régions, la philosophie est tout à fait différente. Je vous le confirme. On est sur les principes édictés par le Conseil supérieur. Paris est un peu à part en la matière. Voilà, on considère qu'on a une meilleure lecture de l'esprit et du texte que ce qu'a fait le SUP jusqu'à aujourd'hui en matière de. Donc, quand on dit moins de cotisations, moins d'obligations, on est bien dans la philosophie avec le contrôle qualité, vous l'avez compris. On fait pas de politique, on fait pas de politique. Alors. Je suis pas de politique. Je sais pas, non, voilà. Alors vas-y, passe, avance. Alors, diagnostic RGPD, je crois que ça, Antoine tenait absolument à le présenter. Non, c'est moi qui te vois chez moi. Vas-y, Laurent. Il est taquin. Alors, au sein de Cap Performance, vous allez retrouver tout un tas d'outils, dont un sur le diagnostic RGPD. En fait, l'objectif, c'est pas un diagnostic, c'est un manuel. Le RGPD, ça fait peur à beaucoup de monde. On se dit que c'est compliqué, qu'il faut qu'on désigne des responsables dans tout un tas de sujets. Bon voilà. Bon, en fait là, on est revenu en fait à un outil sur l'ensemble des articles. Il y en a qu'une quarantaine qui expliquent des règles. Et en vérité, les vraies obligations sont assez limitées, comme on va le voir. En synthèse, quels sont les 10 points clés en matière de RGPD? Le premier, c'est évidemment de se sensibiliser nos salariés pour que tout le monde comprenne bien les règles. Le deuxième, c'est de nommer un responsable qui va suivre la mise en place de ces règles. Voilà, donc jusque-là, pas trop de travail. La troisième est de lister les traitements de données à caractère personnel. Donc pour ça, on a mis en place un outil qui va vous aider, on va vous le montrer. Quatrième point, collecter les données, évidemment en respectant les règles qui ont été fixées. Voilà. Adapter le stockage et l'archivage des données, c'est l'essentiel du travail qu'il y a à faire, mais il suffit simplement de documenter tout ça, d'analyser les risques qui pèsent sur la sécurité des données. Bon, voilà, on vous a prémâché tout le travail, hein. De mettre à jour les contrats conclus avec les sous-traitants, s'assurer qu'eux-mêmes respectent bien les mêmes règles, de mettre à jour les documents à destination des tiers. On a une nouvelle obligation, c'est de décrire les procédures qui sécurisent les données à caractère personnel dans l'organisation. Et enfin, de formaliser et documenter ces actions RGPD dans un manuel de procédure. L'objectif, c'est qu'on va vous poser tout un tas de questions qui vont permettre d'arriver à ce 10e point, la formalisation d'un manuel RGPD. Donc on a une trentaine de questions. Et lorsque vous remplirez ces 30 questions, vous allez aboutir à un plan d'action détaillé. En fonction des réponses que vous avez données, on va vous donner le mode d'emploi et les différents axes de ce qu'il faut faire. Voilà, ça, c'est l'état d'esprit. On a ensuite cette base documentaire qui va permettre de transformer la profusion qui existe en éléments de réponse concrets. On va renvoyer les sources existantes. Donc, il y a le guide du CSO qui est très bien fait. Malheureusement, c'est un guide qui est assez copieux et qui est compliqué de traduire dans un langage simple. Donc, on s'appuie, nous, évidemment, dessus pour mettre en place ce manuel. On a également la liste de toutes les ressources qui permettent d'avoir la FAQ, etc. Et en fait, on renvoie tout ça sur un outil pratique qui est le registre de traitement. Alors, si tu peux revenir en arrière, Pascal. Merci. Non, là, tu étais trop loin. Voilà. Donc voilà, la base documentaire RGPD. Donc, vous avez ici la base documentaire qui vous dit est-ce que la désignation d'un DPO est obligatoire. Vous avez la source, c'est le CSO guide pratique, la date à laquelle il a été mis à jour, et vous pouvez le visualiser ou le télécharger. Qu'est-ce qu'un DPO, même chose, etc. Voilà. Tout ça, c'est le principe de base documentaire. Dans un deuxième temps, vous avez votre registre des traitements. En remplissant ce document, voilà, vous allez pouvoir, alors c'est un énorme tableau sur Excel en fait, où tout va s'afficher et vous allez ensuite pouvoir le transformer en manuel RGPD. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous êtes compliance avec la règle. C'est indispensable, d'abord parce que c'est obligatoire, mais surtout, je sais que moi j'ai eu le cas dans mon cabinet, certains de mes clients m'ont demandé d'attester que j'étais en règle avec la RGPD. On est dans un cas un peu particulier, nous experts comptables, je ne sais pas si cette information elle a été clairement comprise par tous, mais le principe en fait,
c'est que vous avez le droit, évidemment, de collecter les données et de les exploiter à partir du moment où vous les collectez en vue du traitement pour lequel vous avez été mandaté. Prenons un exemple simple, on traite tous des payes, ou la plupart d'entre nous au sein du cabinet, donc on reçoit des informations qui sont sensibles, le nom, l'identité des salariés de nos clients, le montant de leur rémunération, leur adresse personnelle, etc. Il n'y a pas de problème d'anonymisation ou voilà, parce que on utilise ces données en vue, on les recueille en vue de pouvoir traiter le bulletin de paye, qui est le mandat que nous a donné notre client, et c'est pour ça qu'il nous communique ces données. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est lorsque vous exploitez ces données à d'autres fins. Imaginons que, par exemple, vous utilisiez cette base de données recueillies auprès de vos clients avec les identités de leurs collaborateurs pour identifier la possibilité de vendre des contrats d'assurance ou des contrats de mutuelle ou des prévoyances. Voilà. Là, vous allez exploiter les données que vous avez recueillies à des fins différentes de celles pour lesquelles vous les avez recueillies. Mais ce qui est visé en fait par l'Europe et le RGPD, c'est Uber ou ce type d'entreprise qui utilisent vos données de géolocalisation parce que qu'ils ont recueillies parce que vous commandez à déjeuner et qui les utilisent peut-être pour vous envoyer de la publicité ciblée par rapport à l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous habitez. Vous voyez, donc c'est ça qui pose problème. Mais lorsque dans un cabinet d'expertise comptable, vous n'avez pas d'outils marketing particulier basé sur les datas que vous avez récupérées de vos clients, vous n'êtes pas dans des situations très complexes. Il faut simplement un manuel qui va décrire comment vous conservez les données, comment vous les archivez, comment vous les restituez, comment vous vous engagez à informer vos clients si jamais il y a une intrusion sur ces données, etc. Donc en fait, votre seule contrainte consiste en vérité à rédiger ce manuel qui décrit comment vous gérez au sein du cabinet les données. Voilà. Donc c'est une contrainte à remplir. C'est pour ça qu'on essaie de faire quelque chose qui soit le plus simple possible pour vous. Après, c'est aussi un outil qui peut être exploité intelligemment, hein, si on peut se transformer cette contrainte en opportunité, en diffusant notamment en interne au sein des collaborateurs ce manuel qui va leur permettre de savoir comment on archive, comment on sécurise, comment on met un mot de passe, comment on change de mot de passe, voilà. Tout ça, ça peut être aussi ça peut venir compléter votre manuel cabinet et ça peut être diffusé aux collaborateurs pour fixer des règles communes de gestion de la data au sein du cabinet. Donc voilà ce qui a été mis en place par l'ordre. Essayer de dédramatiser ce RGPD qui fait peur à tout le monde pour faire un outil pratique et utile, et c'est de faire quelque chose qui puisse se traiter dans un minimum de temps sans rentrer dans des journées et des journées de travail. Voilà, donc a priori pas de questions sur ce sujet. On peut passer à la lettre de mission avec Julien, s'il te plaît. Alors, je vais activer mon micro. Donc, l'outil lettre de mission. Alors, ça fait des années qu'on y réfléchit et enfin, on a réussi à mettre en place cet outil. C'est pas simple parce que il y a pas mal de contraintes. Alors, l'idée, vous le savez sûrement, mais il y a déjà des modèles de lettres de mission, notamment sur l'intranet du Conseil supérieur. Mais l'idée, là, justement, c'était de pas avoir un modèle unique, mais c'était de pouvoir cibler les lettres de mission avec un outil interactif. Donc, on voit le constat, c'est qu'effectivement, maintenant, on va dire que le fait d'avoir une lettre de mission sur les clients, c'est à peu près respecté dans tous les cabinets, même si ce n'est pas toujours le cas sur tous les clients. Mais on va dire que 99% des cabinets, quand même, ont globalement des lettres de mission. Mais c'est jamais simple à faire, c'est très chronophage, c'est beaucoup de contraintes. Donc là, on a essayé de faire un outil assez simple qui vous permet de gagner du temps et de la sécurité. Et justement, de ne pas avoir une lettre de mission standard comme le propose le SUP. C'est-à-dire que cet outil, en fait, vous allez vous connecter avec vos identifiants et en fait, vous allez pré-remplir un questionnaire parce que du coup, ça va cibler un petit peu la lettre de mission pour la dimensionner en fonction de la mission que vous voulez. Si c'est une mission simple, on ne va pas vous faire une lettre de mission de 50 pages, vous voyez. Donc, il faut en quelques questions qu'on puisse cibler et qu'on vous propose la lettre de mission la plus adéquate possible. Donc, c'est l'objectif. Derrière ça, bien sûr, ces lettres de mission, vous allez pouvoir les stocker. Parce que l'idée, c'est pas de faire une lettre de mission, de l'envoyer et puis de plus la retrouver. Donc, vous allez pouvoir les stocker. Vous allez pouvoir créer des modèles
différents modèles, en fonction si c'est du BNC, du social. Et puis, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du questionnaire, on va vous proposer une lettre de mission, mais elle sera totalement modifiable ensuite. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans les conditions générales, dans le cœur de la lettre, vous pourrez absolument la modifier à votre souhait, comme vous le voulez, et derrière l'enregistrer en modèle cabinet. C'est tout à fait possible. Donc vous voyez, c'est pas un simple modèle comme ça existait jusqu'à maintenant, c'est un vrai logiciel de génération de lettres de mission. Hein. C'est-à-dire c'est quelque chose où vous allez pouvoir vous en servir vraiment pour votre cabinet. Et c'est un outil voilà, qui peut se déployer complètement comme n'importe quel logiciel qui pourrait exister sur le marché. Avec cet outil, normalement, vous êtes alors sauf si vous avez tout modifié dans les modèles et que vous avez enlevé tout ce qui était proposé, mais normalement, une fois que vous avez installé cet outil, vous serez totalement dans les normes puisque cet outil, les lettres de mission proposées respectent totalement les normes professionnelles, donc vous serez dans les clous. Donc peut-être qu'on voit, oui, alors il y a, comme je le disais, on voit là sur les slides, il y a un questionnaire qui est proposé au départ. Il y a les différentes parties. Vous voyez donc on vous garde en mémoire. On le voit là, ça c'est une copie d'écran du logiciel. Donc vous mettez les infos du cabinet une fois pour toutes. Il y a des modèles de conditions générales de vente qui vous sont proposés, mais vous pouvez très bien mettre les vôtres propres ou modifier les conditions qui sont proposées et le garder en modèle. Vous pouvez télécharger aussi votre logo pour que vous puissiez éditer, bien sûr, derrière les lettres de mission. Et puis, il y a les modèles aussi de lettres de mission. Donc ensuite, Alors, je crois que Julien est… les documents du client. Et ensuite, vous avez toute l'antériorité qui est gardée, l'historique en fait. Ça veut dire qu'à partir d'une lettre de mission, chaque année, vous pouvez les mettre à jour en repartant de la lettre de mission initiale. C'est tout à fait possible. Régénérer une nouvelle lettre de mission, une mise à jour, et vous aurez tout l'historique qui sera gardé dans votre intranet. Alors là, je le précise encore une fois, c'est un intranet totalement personnel. Hein. Nous, on n'a absolument pas accès à ça. Hein. C'est votre partie, c'est votre cabinet. Quoi. Vous êtes sur un intranet personnel. L'or n'y a absolument pas accès. C'est chez vous, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres slides derrière là-dessus. Non, on est arrivé. Alors, le cahier des charges hein, pour cet outil de lettre de mission, il était simple. Le premier, c'était d'être certain d'avoir une lettre de mission qui est adaptée à la mission qui est mise en place. Notamment, l'erreur qui est la plus souvent commise, c'est de faire des missions de présentation sur des BNC ou des sociétés civiles lorsqu'on ne sort pas de comptes annuels. Si vous remplissez juste une 2072, voilà, c'est pas une mission de présentation. Bon, voilà, premier sujet. Deuxième sujet, c'est d'avoir une lettre de mission qui est aussi adaptée à la nature du dossier. Aujourd'hui, si vous prenez les modèles de base, vous allez avoir 12 pages de lettre de mission, vous allez avoir 14 pages en matière de mission sociale. Est-ce que ça vaut le coup de faire remplir à un client 20 pages de lettre de mission avec les conditions générales annexes lorsqu'on a une mission sur un petit dossier avec un budget réduit et des risques très limités. Voilà. Alors maintenant, sur cet outil de lettre de mission, il est parfaitement adapté si vous avez une lettre de mission à faire pour un client. Parce que là, je vois Jean-Claude qui me dit qu'il a essayé avec le contrôleur qualité, mais qu'ils n'ont pas réussi à sortir une lettre de mission exploitable. Bon, on va le revoir parce qu'effectivement, on a pas mal de remontées dessus. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit peut-être plus simple avec des modèles plus pratiques et plus utilisables. Mais effectivement, on y arrive, c'est un petit peu laborieux, je ne vous le cache pas. C'est pas encore aussi pratique, utile et Alors, fluide. il faut préciser, Laurent, quand même, que ces outils-là qu'on vous montre sont les V1, hein, c'est-à-dire qu'on vient tout juste de les sortir. Ouais, exactement. Donc, ça veut dire que effectivement, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à nous les remonter, puisqu'on va les modifier en permanence pour les améliorer. Donc, testez-les. Nous, on les a fait tester. Effectivement, il y a déjà eu quelques remontées de problèmes, oui. Mais continuez à le faire et on tiendra compte de vos remarques et vous allez voir que l'outil, notre objectif, c'est que dans les 6 mois, l'outil soit totalement fluide pour tout le monde, hein, et qu'il soit totalement fluide et utilisable. Effectivement, aujourd'hui, il est utilisable, hein, mais il y a quelques points de blocage encore qui font qu'il y a certains moments où ça peut être un peu compliqué. Allez au bout.
passer un peu de temps, c'est vrai, mais on vous demande, c'est un outil de la profession. Donc, si vous pouvez nous faire le retour, nous, ça nous aide parce que Bien sûr. derrière, on fait les retours aux équipes de développement et qui l'améliorent. L'objectif, c'est d'avoir un outil totalement fluide dans les 6 mois qui viennent pour tout le monde. Mais bon, ça nécessite une V2, on est d'accord. Assez rapidement, ouais. Alors, sujet suivant, Julien, c'est toujours toi, le décodeur des normes. Alors, Comment le ça marche, les décodeur des normes? normes, c'est un petit peu ce qu'on avait dit en introduction, c'est-à-dire que on a un petit problème avec les normes, c'est-à-dire que c'est vrai quand on lit les normes, les textes en général, bruts de décoffrage, même nous qui sommes un peu plus habitués à les regarder, des fois on a du mal à les interpréter. Donc l'objectif, c'était la première phase, vous faire le contrôle qualité à blanc sur l'outil diagnostic que vous avez vu au début, qu'on vous fasse des préconisations, et puis ensuite que vous alliez sur cet outil justement pour voir, il me fait une préconisation sur cette norme, comment elle fonctionne, comment ça marche. Eh bien, c'est exactement l'objectif de cette partie-là, c'est de vous montrer comment marchent les normes par des exemples concrets, c'est-à-dire qu'on repart du texte, on le vulgarise, on vous explique comment ça marche et on vous donne des vrais exemples. Ça va vous permettre pour vous de mieux comprendre la norme, de mieux l'appréhender. Comme disait Laurent tout à l'heure, l'objectif d'une norme, c'est pas de vous embêter. L'objectif d'une norme, normalement, si elle est efficace, et c'est comme ça qu'a été rédigée les normes, c'est de permettre au cabinet d'être meilleur dans son service, d'être plus efficace et de sécuriser ses pratiques. C'est ça l'objectif d'une norme. Donc, si vous ne l'avez pas compris comme ça, c'est que c'est pas bon. Et ça veut dire qu'il faut absolument aller voir les fiches qu'on vous a mis en ligne. Elles vont se compléter. Hein. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui à jour, mais elles vont se compléter. Et c'est vrai que sur les normes, il y a beaucoup d'idées reçues. Hein. Je sais que peu de gens lisent les normes, les vrais textes, parce que c'est souvent imbuvable. Et du coup, il y a beaucoup d'idées reçues qui se véhiculent sur ces normes. Là, vous allez avoir la vulgarisation des normes. Elles vont vous donner une interprétation de ces normes et ils vont vous donner des exemples comment les mettre en place dans vos cabinets. Donc, avec cet outil, normalement, plus le diagnostic à blanc, vous avez plus d'excuses pour ne pas appliquer les normes. On vous a mis un dispositif complet et total pour que vous soyez absolument à jour de l'ensemble des normes de la profession. Voilà, vous voyez quelques exemples là, de missions de présentation, lien entre la mission de présentation, établissement des comptes, les travaux de contrôle obligatoires. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font partie de notre pratique quotidienne. Hein. Ce n'est pas des normes absolument théoriques qui servent à rien. Tout ça, c'est vraiment du pratico-pratique. Laurent, je ne sais pas si tu as des questions là-dessus, parce que c'est peut-être peut-être mieux de le faire en question-réponse, et peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Alors, j'ai répondu à plein de questions. Comment on accède à Cap Performance? Eh bien, on se connecte sur capsurlaperformance.fr et on s'identifie avec son compte expert. Est-ce que ces outils sont accessibles gratuitement? La réponse est oui. Oui. Et enfin, on nous dit, c'est super, je vais adorer les normes au bout de 20 ans. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Oui, par exemple, la petite fiche qui apparaît, la mission de présentation, pourquoi et comment utiliser un seuil de signification. Voilà, ça, c'est par exemple une question qui est très, très fréquente en matière de normes en expertise comptable, où beaucoup de consoeurs et de confrères ne savent pas et n'imaginent pas qu'il y a un seuil de signification en expertise comptable. Ils nous disent, ah non, il faut que tout soit absolument carré au cordeau. Vous savez, on vous a tous expliqué ça, que dans un rapprochement bancaire, un centime, ça pouvait cacher 1 million en plus, 1 million en moins. Bon, c'est peut-être possible, mais dans une société qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, c'est assez peu probable. Bon, il y a un seuil de situation, alors peut-être pas dans les rapprochements bancaires, mais au moins en matière de cut-off, les 15 € d'abonnement DF. Comme par exemple, il y a certains contrôleurs qualité qui jusqu'à maintenant faisaient un peu de zèle aussi. Je peux vous dire que nous, le message qu'on a donné, on a eu un séminaire des contrôleurs là, il y a juste avant le confinement. C'est bien tombé. Et le message qu'on a fait, c'est on veut une application stricte des normes, pas de zèle. Je vous donne un exemple. Le maintien de la mission, ils voulaient que ça soit formalisé par un courrier, etc. C'est pas la norme. Nous, ce qu'on dit, c'est que une simple coche dans un dossier de travail pour dire
dire je maintiens la mission, ça va. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On ne va pas faire de la norme pour de la norme. Par exemple, c'est un dossier que vous avez depuis plus de 20 ans. On ne va pas vous demander chaque année d'écrire un courrier au client comme quoi vous maintenez la mission et de formaliser un courrier de 5 pages. Quoi. Ça n'a pas de sens. Donc là, on a dit au contrôleur qualité, il y a une coche dans un dossier comme ça, comme quoi la mission est maintenue, ça suffit. Basta, on n'en demande pas plus. Voilà, tout ce genre de choses où à chaque mission, il faut un rapport. C'est faux. Il faut un rapport sur les missions normées, notamment la mission de présentation. Mais pour les autres missions, il faut peut-être un compte rendu, mais qui peut être un simple mail. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, j'insiste, mais c'est le message qu'on a fait passer au contrôleur qualité. Et je peux vous dire que aucune observation ne sera faite sur des éléments qui sortent de la norme. Parce que jusqu'à maintenant, les contrôleurs qualité avaient été trop habitués à avoir des coutumes qui ne sont pas la norme et qui mettaient des observations en fonction de ces coutumes. Et nous, on a mis stop. On met des observations sur le contrôle qualité que lorsqu'il y a une norme qui n'est pas respectée au sens strict du texte. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on vous a sorti ces fiches pratiques pour que vous puissiez bien être au courant de ce qui est obligatoire et de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est important que vous l'intégriez, notamment dans le cadre du contrôle. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent? Oui, alors j'ai 3 questions. La première question, c'est est-ce que si je suis transféré dans une autre région, je peux toujours accéder à CAP sur la performance? La réponse est oui, c'est ouvert à tous les experts comptables. Voilà, Oui. je suis en train de répondre. Après, évidemment, il n'y a que Paris qui en fait la promotion, donc c'est pour ça que la plupart des utilisateurs sont parisiens. Michel M qui nous dit: les normes ont-elles vocation à s'empiler jusqu'à étouffement ou à s'actualiser sans se multiplier? En fait, Michel, honnêtement, c'est un vrai sujet. On est en France. Voilà. Les normes de l'ordre des experts comptables, comme l'a dit Julien, en vérité, elles sont pas si contraignantes et elles sont pas si complexes. Le problème, c'est qu'on s'en fait toute une montagne et surtout, on a parfois affaire à des gens qui les surinterprètent. Un exemple qui est tout simple, la fiche de maintien de mission. Voilà, Julien en a parlé. La norme prévoit qu'on doit s'interroger à chaque année au renouvellement de la mission sur le maintien ou pas de la mission avec un client. Ce que dit la norme, c'est que dans l'hypothèse où on détecte des éléments qui laissent à penser qu'il y a un risque sur ce dossier, compte courant débiteur, des mouvements de fonds qui sont pas normaux, voilà, etc. Et qu'on maintient la mission, à ce moment-là, on doit documenter les raisons pour lesquelles on maintient la mission. Ça, c'est ce qui est écrit dans la norme. D'accord? La norme, elle dit pas qu'on doit documenter le maintien de la mission dans tous les dossiers. Elle dit qu'on doit documenter le maintien de la mission quand on a des indices qui laissent à penser qu'il y a un problème. Voilà. Alors, il y a une approche qui consiste à dire, ah bah dans ces cas-là, pour éviter toute problématique, on fait cette fiche de maintien de mission dans tous les dossiers chaque année. Mais on surtranspose. D'accord. Donc, on a effectivement avec Julien passé beaucoup de temps à échanger avec les contrôleurs qualité pour leur dire, la norme ne demande pas qu'il y ait dans chaque dossier une fiche de maintien de mission. La norme demande que dans l'hypothèse où ce dossier-là, en particulier, est un peu particulier, en fait, peut laisser penser qu'on doit remettre en question la mission, à ce moment-là, on documente pourquoi on a continué et on a poursuivi la mission. Voilà. Ça, c'est des sujets. Et quand vous regardez la norme, par exemple, la norme nous dit qu'il faut qu'on fasse rapport à nos clients en fin de mission. Elle ne dit pas que c'est un rapport écrit. Elle ne dit pas que ce rapport, il doit faire l'objet d'un document adressé, voilà. Donc vous pouvez faire rapport à vos clients oralement, et vous le faites tous. Quand je connais pas un seul cabinet d'expertise comptable qui arrête les comptes de son client sans un entretien. La plupart du fois, c'est physique, oral, on se voit. Là, cette année, beaucoup se sont faits en visio ou par téléphone. Mais moi, quand j'ai pas le temps de rencontrer tous mes clients, quand je signe les comptes, je prends au moins mon téléphone pour les appeler en disant voilà, on est en train d'arrêter les comptes, ton bénéfice c'est ça, on est d'accord, c'est ça, voilà, on se met d'accord, on fait un entretien de bilan. Il n'y a pas besoin de faire un rapport écrit. Et donc là, c'est pareil. La norme, elle est adaptée. Elle dit qu'il faut faire un rapport. On fait rapport. Elle dit pas qu'il faut qu'on fasse un rapport écrit. Donc, il a fallu qu'on sorte de
philosophique et de dire si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Ça, c'est peut-être le cas dans les grandes structures où on a des chaînes de délégation qui nécessitent effectivement s'assurer que le contrôleur, le N-1, le N-2, le N-3 ont bien fait son travail et qu'on a des notes de synthèse et que tout ça pyramidalement, ça arrive jusqu'en haut de la chaîne où il y a l'expert comptable qui donne son coup de tampon parce qu'il a vérifié que tout le monde avait bien rempli les bons formulaires. Mais dans un petit cabinet, quand on est en contact direct avec les clients et les collaborateurs, ça n'a pas de sens. On va pas s'amuser à remplir des papiers pour soi-même. Qu'on fasse une feuille de travail pour se rappeler l'année prochaine de ce qu'on a mis dans les comptes ou de telle option qu'on a prise, c'est indispensable. Mais qu'on remplisse du papier juste pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, à l'institution ou à je ne sais pas qui, ça n'a pas de sens. Donc il a fallu se revenir aux sources. C'est pour ça qu'on a mis en place ce décodeur des normes et qu'on a mis en place cette grosse transformation de contrôle qualité. Donc, vous l'avez compris, en fait, sur ces fiches pratiques, on vous dit clairement ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas. Exactement. Voilà. Et les contrôleurs ne pourront mettre une observation dans les contrôles que si vous n'avez pas fait quelque chose qui est obligatoire par la norme et rien d'autre. Et on a vraiment insisté sur ce côté-là au niveau des contrôleurs qualité. Alors, il y a Aurélie qui pose une excellente question. Pourquoi ne pas proposer une formation contrôle qualité gratuite, en particulier quand on est jeune installé? C'est un truc de dingue. Alors, ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs. Je crois que, sauf que, Laurent, aujourd'hui, on est bloqué par les textes, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 5 ans d'inscription, c'est ça, pour pouvoir être contrôleur qualité? Oui. En fait, pour être contrôleur qualité au sein de l'ordre des experts comptables, il faut avoir au moins 3 ans d'inscription. C'est 3 ou 5? C'est 3? 3. 3. Et si on est adhérent au CGEC, on peut réduire la durée. Mais en discutant avec des amis notaires, chez eux, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes inscrits sont automatiquement contrôleurs qualité dans le notariat pendant les 5 premières années d'inscription. Ce qui leur permet, d'abord, puisqu'ils sortent de l'école, d'être tout à fait à jour sur les normes et la réglementation et sur le numérique et sur tous ces sujets. Et donc, ils vont dans les études, y compris les études, voilà. Et pendant 5 ans, ils savent qu'ils ont cette mission à conduire. Voilà. Et donc, tous les notaires se forment et un échange constructif entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je trouve que l'idée elle est assez géniale et je me demande si on a fait le bon choix en demandant justement d'avoir des contrôleurs qualité un peu expérimentés. Est-ce que ça serait pas plus intelligent d'avoir des contrôleurs qualité qui, dans tous les cas, ont fait leurs 3 ans de stage, donc ils sont tous experts comptables évidemment. Voilà, donc c'est un sujet. Maintenant, on va essayer de proposer des formations aux normes. Vous les avez en ligne, mais on peut aussi les faire en présentiel, c'est possible d'y participer. Oui, après il y a la fameuse formation aussi du report à 1 an du contrôle qualité, où là, on parle des normes. Donc, il y a celle-là. Alors après, Jean-Claude nous dit, oui, mais ça dépend de l'ouverture d'esprit du contrôleur qualité. Écoute, Jean-Claude, tu as raison. Ce qu'il faut que tu saches, mais Julien va te le dire. Oui, c'est que derrière, il faut savoir que l'ensemble des dossiers de contrôle ont des superviseurs. Et donc, les superviseurs, c'est la commission qualité. Et donc, les superviseurs, eux, par contre, quand ils voient une observation qui n'est pas légitime, on la supprime. Voilà, il faut le savoir. Donc, le contrôle, c'est pas le contrôleur qualité qui a le dernier mot. Lui, il envoie un rapport, il nous envoie ses rapports, et nous, on les supervise derrière. Et s'il y a effectivement une observation qui n'est pas légitime parce que ça ne correspond pas à une obligation de norme, elle sera supprimée dans le rapport définitif. Alors, il nous dit, Jean-Claude, toujours, que la fiche de maintien de mission est pourtant néanmoins demandée par le contrôleur, alors que très souvent, elle n'est pas adaptée. Tu as parfaitement raison, et c'est pas normal. Ce qu'il faut que tu saches, Jean-Claude, c'est que on a remplacé un tiers des contrôleurs qualité. Il y a 120 contrôleurs qualité. Quand on a annoncé la réforme, il y en a un certain nombre qui ont dit non mais nous ça c'est pas ce qu'on a envie de faire. On leur dit bah il n'y a pas de problème. Nous ce qu'on veut c'est des gens qui sont dans cet état d'esprit. Et donc il y a une quarantaine de nouveaux contrôleurs qu'on a été chercher qui sont arrivés l'année dernière sur cette vision-là d'accompagnement, de performance, etc., d'audit, voilà, à qui on a tous fait suivre un parcours qui est le parcours de la performance académique qui dure 12 jours pour qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un renouvellement des équipes. Donc le message, c'est de vous dire que normalement, vous ne devriez plus avoir ce genre de demande parce qu'on a fait passer le message, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux contrôleurs qu'on a formés avec ce discours.
malgré tout, si vous avez encore ce genre de demande, n'hésitez pas aussi vis-à-vis du contrôleur en lui disant, lui sortant la norme, en lui disant non, je n'ai pas cette obligation. Hein. Il y a un dialogue qui doit s'installer entre contrôleur et contrôlé. Et puis au bout du bout, de toute façon, c'est nous, superviseurs, qui avons le dernier mot. Donc ça ne sera pas dans vos observations, quoi qu'il arrive. Alors après, oui, j'en ai plein. Attends, ça n'arrive pas. Alors, oh là là, va falloir qu'on aille jusqu'à 19h. Alors, Laurent Chevalier qui dit oui, mais ces fiches ne seraient pas opposables dans un conseil régional autre que Paris. Alors, concernant les fiches, il ne s'agit pas de rajouter de la normalisation. On traduit les normes, d'accord. Ça a été validé par le comité des normes qu'on a créé au sein de Paris, qui est composé de 2 élus, dont René Kéravel, qui fait partie aussi du comité des normes au Conseil supérieur. Et donc, elles sont tout à fait en phase avec les normes. D'accord, on n'a pas fait n'importe quoi et c'est pas un copain qui avait fait ça dans la table. Oui, les fiches qu'on vous met là, elles sont valables partout en France. Hein. Voilà, elles ont été faites par Paris, mais elles appliquent les normes qui sont nationales. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Alors après, Clarisse qui nous dit le contrôleur qualité doit avoir pour objectif une amélioration du cabinet. En fait, ce qu'on veut, c'est que le contrôleur qualité aujourd'hui passe une demi-journée avec le contrôlé sur le respect de la réglementation et des normes. Donc pour ça, on a mis à votre disposition tout un tas d'outils, le décodeur des normes, l'autodiagnostic de conformité, etc. Mais l'autre demi-journée sera consacrée à un diagnostic sur la performance. Voilà, ouais, c'est ce que j'expliquais. C'est ce que j'expliquais en introduction, c'est la réforme du contrôle qualité en Île-de-France simplement. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'en Île-de-France, effectivement, il y a tout ce diagnostic performance qui fera l'objet d'une discussion avec le contrôleur qui a été formé pour ça, et ça sera l'après-midi. Donc l'objectif, effectivement, de cette partie-là, c'est vraiment l'amélioration de la performance du cabinet. Donc aujourd'hui, on a fait quoi? On a fait 150 contrôles de cette nouvelle génération, je crois. Non. Maintenant, pour l'instant, on était en test sur. Alors, on était en test et en plus, avec le Covid, forcément, on n'a pas fait de contrôle qualité sur l'année 2020. Non, mais il y a eu que les reports d'un an. Oui, mais il y a une vingtaine peut-être de contrôles nouvelle formule, c'était en test pour l'année dernière. Donc, par contre, l'année prochaine, 100% des contrôles seront nouvelle formule. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes contrôlé à partir de 2021, vous serez avec la nouvelle formule. Exactement. Mais sur les 20 qui ont été faits, les retours sont juste incroyables. Sont incroyables. Ah oui, il n'y a eu que des retours incroyables de tous les confrères puisque c'était une phase de test et tous les contrôlés sont ravis. Ils redemandent un contrôle chaque année maintenant. Non, je plaisante. Ils ne demandent pas un contrôle chaque année, mais ça s'est très bien passé et effectivement, on n'a eu que des retours positifs là-dessus. Alors, Michel qui propose qu'on crée les contrôleurs liberté, pour être une idée, évaluer les initiatives et innovations d'un cabinet et lui faire des recommandations s'il fait du surplace. Ce serait plus utile pour une profession qui se veut innovante. Et c'est à peu près ce qu'on est en train de faire, Michel, puisque l'idée c'est vraiment de benchmarker les confrères quand on est chez eux. Notre rêve avec Julien, c'est que les contrôles qualité à partir de 2022 ou 2023, il y a une liste d'attente et que vous nous fassiez la queue pour pouvoir en bénéficier et que. En fait, l'idée d'origine de Laurent, mais si je me trompe, c'était de se dire, en ce moment, c'est un peu difficile pour un certain nombre de cabinets, notamment les plus petits qui ont moins de moyens. Qu'est-ce que l'ordre peut faire pour les aider? Et l'ordre, c'est avec le contrôle qualité qu'on vient chez vous. Hein. C'est quasiment, pour beaucoup de cabinets, le seul moment où le confrère a un contact avec l'ordre. Donc, on s'est dit, c'est le meilleur outil, en fait, pour promouvoir les outils de l'ordre, les outils qu'on vient de vous montrer, et puis pour vous aider aussi à aller plus loin dans la performance et à faire votre mutation. Donc, l'ensemble des contrôleurs, il y en a presque 150 aujourd'hui. Ils font environ 600 contrôles par an. Il n'y avait rien de mieux pour venir vous donner la bonne parole et vous aider dans cette période qui peut être difficile pour certains. Voilà. Alors, on va avancer sur les sujets DURP. Alors, le DURP, vous savez, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Normalement, c'est un document qui est obligatoire depuis un moment, sauf que personne ne l'a mis en place, personne ne l'a utilisé. Sauf qu'avec le Covid, évidemment, c'est redevenu d'une urgence absolue pour une reprise d'activité.
Et donc, pendant la période de confinement, quand on a vu qu'on allait évidemment un jour en sortir, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on propose à l'ensemble de la profession un outil pour construire son plan de reprise. Et donc, on s'est lancé dans la création de ce DURP. Alors, je vous l'ai peut-être déjà utilisé. Principe, on vous pose tout un tas de questions et on vous propose des rédactions. Par exemple, vous voyez, aménagement des temps de pause. La rédaction qui est proposée, c'est des mesures d'aménagement des temps de pause déjeuner ont été mises en place afin de limiter au maximum les regroupements. Si cette rédaction vous convient, vous la sélectionnez. Si elle ne vous convient pas, vous faites votre propre rédaction. Voilà. Moi, je l'ai utilisé pour refaire revenir mes collaborateurs au cabinet au mois de mai. On a fait une réunion en visio. On en a discuté l'ensemble des termes. Voilà. Maintenant, une fois qu'on avait fait ce plan de reprise, on a fait évoluer l'outil pour que ça devienne un vrai DURP, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus que à la problématique de la contagion et de la contamination et des masques, etc., avec des questions qui dépassent la seule problématique de l'épidémie, et notamment tout ce qui peut poser des problèmes en termes de sécurité au travail dans un cabinet de expertise comptable. Alors, il n'y a pas grand-chose à part le risque de se mettre une agrafe dans le doigt, ou voilà. Mais bon, il y en a quand même deux, trois. Le fait de porter des classeurs, des charges lourdes pour ceux qui sont encore pas complètement full dématérialisés. Et donc voilà, vous avez donc avec de la même manière que vous pouvez rédiger votre manuel cabinet, votre manuel RGPD, vous pouvez maintenant rédiger votre manuel DURP, en fait, qui est votre document de base. Et vous avez aussi, comme dans tous ces outils qu'on met en place, une documentation riche et variée, puisqu'on a recensé tout ce qui était utile et intelligent du ministère du Travail, de la Santé publique France, sur les bonnes pratiques à respecter en matière de fonctionnement au sein de votre cabinet. Alors, j'ai une question là de Laurent Chevalier sur les risques psychosociaux. Laurent, c'est un sujet qu'on a abordé dès 2018, donc avant même qu'on commence à parler de confinement et de Covid, avec un numéro vert. On a formé tous les collaborateurs de l'ordre, les 45 collaborateurs de l'ordre, et on est en train de former aussi tous les contrôleurs qualité pour que ce soit des sentinelles. Je ne sais pas si tu connais, Laurent, le dispositif APESA qui a été mis en place par Marc Billy, qui est un greffier dans l'Ouest. L'idée, c'est de pouvoir avoir un numéro de téléphone où tu peux appeler si tu as identifié des risques de burn-out. Je vais retrouver le lien et je vais te l'envoyer. On a tout un dossier qui a été publié dans le Francilien sur ce sujet qui est un vrai sujet, puisqu'en 2018 ou 19, en 2019, on a eu une dizaine d'appels de confrères qui étaient voilà. Alors voilà, donc c'est un vrai sujet. Dans le DUR complet, normalement, on aborde aussi cet aspect. Ça existe aussi avec FIDEPRO et JC pour 2,50 balles, nous dit Serge Nouchian. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'outils disponibles pour prévenir le risque de burn-out. Est-ce que Clarisse nous dit est-ce que c'est obligatoire, sachant que je suis seul au cabinet? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si tu as un salarié. Voilà. Par contre, c'est obligatoire pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles ont au moins un salarié. Faire la liste de tous les risques professionnels que le salarié peut subir. Voilà. Après, c'est assez peu contrôlé, donc c'est pour ça que personne ne le fait, mais c'est pas une obligation qui date d'hier, hein. C'est une obligation qui date de 7-8 ans, hein. Voire peut-être même plus. Alors, Cap Performance, c'est aussi, alors ça, c'est quoi? C'est moi qui parle de ça. Mon manuel cabinet. Donc ça, c'est. Bon, c'était moi, mais de toute façon, on en avait déjà parlé. On avait déjà parlé en introduction. C'est effectivement, il y a mon manuel cabinet qui a eu un succès énorme, hein. Je crois qu'on est à 5 ou 6 000 téléchargements. En 3-4 heures, vous faites votre manuel cabinet, vous êtes totalement conforme aux normes, expertise et commissariat aux comptes, hein. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, à mon avis, vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, mais n'hésitez pas, vous respectez vos obligations professionnelles, et en plus, c'est un vrai outil, comme on le disait, hein, les normes, ça ne sert pas à rien, c'est un vrai outil pour diffuser les bonnes pratiques au sein du cabinet auprès de vos collaborateurs. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, j'imagine que une grande partie d'entre vous l'ont fait, mais n'hésitez pas, allez-y, il est sur le site, il est gratuit, il est totalement disponible et il est confidentiel, donc comme tous les autres outils. Donc, allez-y, téléchargez et mettez en place votre manuel. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
C'est bon, non? Je crois qu'on a fini pour les outils Cap Performance. Ah, attends, s'il y avait une dernière slide, mais bon. Allez sur le site Cap Performance, vous verrez, il est très riche. Il est enrichi régulièrement avec des nouveaux outils. On vient de vous les présenter. Et puis, on met à jour aussi régulièrement en fonction des nouvelles normes, des évolutions, etc. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il est fait pour vous, il est gratuit. Vous y accédez avec votre compte expert. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Normalement, pour votre exercice professionnel, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Voilà, je vous on va pouvoir remercie. laisser la parole à Antoine. Juste avant, je viens de poster là sur le chat, en réponse à Laurent Chevalier, le lien sur le site du Francilien qui fait le point sur la santé des experts comptables. Donc allez jeter un œil. Il y a aussi un diagnostic avec une dizaine de questions pour mesurer votre risque de stress et les conséquences sur la santé. Antoine, merci de ta patience. C'est ton tour. Donc voilà, donc bonsoir à tous. Donc je vais vous présenter donc deux outils que nous avons développés. Un premier donc qui s'appelle Be Bigger, en lien donc avec l'attractivité des cabinets. En fait, on a voulu avec Laurent, donc on s'était posé la question donc en début de mandature. On a voulu en fait créer on va dire un annuaire qualitatif des cabinets présents dans un premier temps au niveau de l'Île-de-France. Vous voulez qu'il y ait une plateforme où chaque cabinet donc puisse se présenter de façon, on va dire, assez développée avec différents sujets, différents thèmes, les métiers abordés, la localisation, la taille du cabinet, adhésion à telle charte ou à telle autre. Et concrètement, en fait, au tout départ, on a pensé à faire cet annuaire-là en premier abord pour on va dire que les nouveaux diplômés donc qui sortaient de l'école. On s'est rendu compte qu'on avait un vrai souci. On n'avait pas un outil qui permettait, on va dire, à un jeune diplômé de pouvoir faire le choix de tel ou tel cabinet. On se retrouvait un peu démunis. Donc, Laurent et moi, donc, on est très jeunes. On se remémorait nos 20 ans ou 25 ans en arrière. Et c'est vrai que quand il a fallu prospecter pour chercher un premier emploi, mais c'était pas forcément évident. En tout cas, on n'avait pas une pleine visibilité du marché de l'emploi, ou en tout cas des offres d'emploi qu'il pouvait y avoir sur l'île de France. Et donc, on a voulu développer donc un outil qui réponde, on va dire, à trois objectifs. Un premier, donc, au cabinet de pouvoir se présenter avec un formalisme, on va dire, avec quelque chose d'assez réglementé, où on va dire, on aurait un peu une égalité des chances avec tous les cabinets. Par contre, le fond est à travailler. Et d'ailleurs, on pourra le voir par la suite. Il y a pas mal de cabinets qui ont joué le jeu et qui ont fait de très belles présentations dans leur cabinet. Donc, un deuxième objectif, c'était pour que les collaborateurs donc, puissent avoir le choix, on va dire, et avoir un panel de cabinets existants. Et la création de cet outil a aussi permis à l'ordre, notamment quand on fait quand on va à des journées portes ouvertes, quand on démarche auprès des écoles, etc. Très souvent, on avait en fin de présentation devant des amphis de 100, 120 personnes, des gens qui arrivaient avec leur CV pour nous dire, mais voilà, moi je cherche un travail après mon master CCA, etc. Et on ne savait pas vers qui les renvoyer. Alors certes, on les renvoyait vers les sites d'annonces de l'ordre, etc. Mais c'était un peu flou et un peu opaque pour eux. Alors que là, sur Be Bigger, donc on arrive à adresser, on va dire, un catalogue, un annuaire qualitatif de l'ensemble des cabinets en Île-de-France. Voilà. Slide d'après, Pascal, s'il te plaît. Donc, au niveau de cette plateforme, donc, elle répond, donc, on peut vous présenter 5 bonnes raisons, mais je pense qu'il y en a même quelques autres. La première, c'est qu'elle vous permet de vous présenter, de recruter sans frais. Vu les coûts des honoraires de recrutement, c'est pas négligeable. Donc voilà. Ensuite, le premier argument, c'est que la fiche pour créer votre cabinet se crée de façon très rapide et très facile. En cas de besoin, vous avez un permanent à l'ordre qui peut vous aider à la compléter. Puis maintenant, vous verrez tout à l'heure avec le nombre de cabinets, je dirais, présents sur cette plateforme, vous ne serez pas en manque d'inspiration. Ensuite, vous pouvez publier maintenant directement, gratuitement vos offres. Et également, vous pourrez également recevoir des candidatures spontanées et ça vous permettra donc d'attirer des talents très rapidement. Entre le moment où vous créez votre fiche cabinet ou elle est validée par l'ordre, maintenant c'est assez rapide et assez fluide. On a eu un petit gouffre d'étranglement, mais qu'on a résolu
vu le succès au départ de cette plateforme. Mais concrètement, voilà, vous avez un retour sur investissement, si on peut parler d'investissement, qui est plutôt assez rapide. Et surtout, vous gagnez en visibilité. Aujourd'hui, quand vous avez certes des sites internet, etc., c'est pas forcément évident que vous sortiez dans les recherches je dirais, d'emploi des différents collaborateurs. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des chiffres qui sont assez phénoménaux. On n'a pas un chiffre exact des cabinets franciliens, mais je pense qu'ils sont autour de 4000. On a quand même 450 cabinets référencés sur cette plateforme. On a des candidats, donc environ 700, qui ont créé leur propre espace personnel pour pouvoir rechercher plus ou moins facilement, en fonction de leurs critères qui leur sont propres, des cabinets qui répondent à leurs attentes. On a près de 250 collections uniques par jour. Et on a, à date, à fin septembre, on avait 184 offres d'emploi qui ont été proposées. Et en parallèle, un petit millier de candidatures envoyées. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien, qui marche bien, qui a eu un succès. Je me rappelle, Laurent, qu'on s'était fixé quelque chose comme 300 cabinets à fin 2020. On est à 450, donc il y a eu un vrai effet boule de neige. Certes, c'est bien que les cabinets aient joué de jeu et créé leur fiche, mais c'est surtout aussi bien que les candidats visitent le site, postulent, et que les cabinets maintenant déposent leurs offres d'emploi. Pour ceux qui ne connaissent pas donc bbigger.fr, je vous invite vraiment, ça prend 2 minutes à y aller, et en quelques clics, vous vous renseignez à la tête du cabinet, les métiers, on va dire, pratiqués par ce cabinet. Il y a quelques critères comme ça où très rapidement vous avez la carte de l'Île-de-France qui se rétrécit et vous voyez un peu des cabinets. Juste un petit aparté sur cette plateforme. Elle a eu un tel succès que d'autres CRO français, donc de région française, je crois que Lille et Lyon notamment, Laurent, Bordeaux peut-être, Lille et Lyon c'est sûr, en tout cas, ont développé bbigger et aujourd'hui, même maintenant, en fonction de vos critères de recherche, alors c'est sûr que si vous marquez 75 ou 92, etc., ça ne sortira pas. Mais si vous avez des critères plus larges, et notamment si vous n'avez aucun critère géographique, vous verrez qu'il y a des cabinets un peu partout qui sont référencés, et donc ça élargit le panel. Un point important, c'est surtout notamment c'est sur la taille du cabinet. Donc on parle de toute taille de cabinet. Donc il y a des cabinets où avec, on va dire, moins de 5 salariés, moins de 10, moins de 20, plus de 50, moins de 50, etc. Il y a vraiment tout le monde à sa place sur cette plateforme parce que il n'y a pas que des collaborateurs qui cherchent des cabinets de grande taille, etc. Justement, ça a été un peu fait cette plateforme pour justement donner un peu un choix aux candidats et une alternative, aux gros cabinets de la place. Certes, on peut tous, en sortant de l'école, on peut tous citer 5 ou 6 cabinets. Mais l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir donc adresser, que des candidats puissent adresser leur candidature on va dire, de façon un peu plus pertinente et intelligente à des cabinets qui exercent les métiers qu'ils veulent, dans la situation géographique qu'ils souhaitent, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose, donc bbigger.fr, allez-y, ça prend 2 minutes au moins, et surtout, si vous avez un cabinet et que vous avez des difficultés à recruter, je pense comme beaucoup de confrères en ce moment, écoutez, n'hésitez pas à créer votre fiche. Demain, on vous fera passer des slides où dedans, vous aurez les coordonnées de la permanente à l'ordre qui est chargée donc de vous aider en cas de besoin et qui peut vous aiguiller. Dernière précision avant de passer à l'autre outil, c'est que à travers les différentes manifestations qu'on fait à l'ordre, notamment les manifestations en présentiel, très souvent, on prévoit un photographe, voire même un caméraman, qui est, on va dire, en libre service et qui est gratuit pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou ceux qui n'ont pas forcément toute la réflexion ou toute la logistique pour faire venir, je dirais, un photographe ou un caméraman dans leur propre cabinet. Vous pouvez, lors de ces différentes manifestations, donc, vous faire interviewer, présenter votre cabinet et rendre un peu votre page sur bbigger un peu plus attractive. Donc voilà, donc allez visiter des cabinets qui sont déjà présents, ça vous donnera peut-être des idées. Donc ensuite, on passe à la plateforme, à l'outil donc de co-traitance, donc qui s'appelle BBD. Cet outil a été la genèse en fait de cet outil. En fait, il a été créé pour mettre en relation. C'est un outil qui a été créé pour mettre en relation des différents confrères entre eux.
Alors, c'est très différent je dirais, d'un site d'annonce classique. On cherche, on va dire, sur un site de l'ordre ou du CRO, où on cherche, on va dire, un CDD, etc. Enfin, c'est vraiment entre confrères. On est sur de la co-traitance, sur des missions bien précises. Et ça a été, en fait, c'est, je pense, pour les personnes qui connaissent notamment une forte croissance, un pic d'activité, un écueil parce qu'ils ont eu des missions qu'ils n'ont pas réussi à remplacer. C'est vraiment une solution qui peut permettre à un confrère de trouver une solution, alors certes, à un coût peut-être supérieur de celle d'un salarié qu'il aurait en CDI à temps plein, etc. Mais dans la mesure où on est... Antoine, je t'interromps parce que j'ai eu des questions que j'ai. Pardon, excusez-moi, peut-être des questions sur BabyGear. Alors, il y a Serge qui propose de faire un sondage et en demandant combien connaissent BabyGear. Alors évidemment, le problème, c'est que je ne sais pas comment les gens vont répondre puisqu'ils ne peuvent pas parler. Donc, s'il y en a 294 qui me répondent oui ou non, j'aurai un peu de temps pour répondre. Mais effectivement, bon voilà, donc merci Serge de ta proposition. Alors, après, j'ai une remarque de Aurélie qui dit... Sandrine qui dit je connais, voilà, j'ai déjà une réponse, Serge, tu vois. Alors, après, en termes de notoriété, nous on a communiqué un petit peu avec l'ordre. Là, il y a Romain qui dit ayant été de l'autre côté de la barrière, c'est un super site de recherche d'emploi. Je confirme, puisque évidemment les 450 cabinets qui sont inscrits sont a priori les plus dynamiques et ceux qui sont les plus susceptibles de recruter des jeunes. Donc c'est vraiment ça marche dans les deux sens et c'est pour ça que ça a été fait. Ça a été fait d'abord pour les étudiants, pour qu'ils puissent trouver une alternative aux grands cabinets. Voilà, c'était ça l'objectif de BabyGear. Peut-on s'inscrire si on est en province de Delphine? Oui, bien sûr. Maintenant, la promotion du site n'est faite que en Île-de-France. Maintenant, on espère peut-être que demain, il y aura un BabyGear national et qu'il y aura dans tous les conseils régionaux des collaborateurs qui assureront la promotion de cabinets indépendants dans toutes les écoles et les facs et les universités de France et de Navarre. Laurent, il y a quelques promotions dans certains CRO, Lille et certains l'ont fait. Marseille, Lyon, je crois. Ouais. Après, j'ai des questions sur Bibuzy. Je te connais, alors, je te laisse finir et je te les poserai après. Ouais. Donc Bibuzy, on va dire que c'est une mise en relation de confrères où d'une part on peut avoir un confrère qui cherche, on va dire, de l'aide pour pouvoir prester des missions, alors soit par rapport à un pic d'activité, on va dire forcément soudain qui n'a pas pu anticiper et qui ne peut pas combler par d'autres moyens, ou soit des fois on va dire par complémentarité de service. Typiquement, moi je suis un spécialiste, on va dire de la compta, de la conso, etc. Et puis hop, j'ai un de mes clients qui me demande une évaluation un peu touchy dans un domaine qui est un peu compliqué sur des prestations immatérielles ou je sais pas, bref. On va sur Bibuzy, on peut tenter de sourcer un confrère donc qui, en détaillant un peu la mission sur un sujet donc complémentaire à notre mission, mais ça nous évite, donc nous on reste maître du client, on a le confrère en sous-traitance, en co-traitance, ça reste notre client. Bien sûr, on présente cette solution au client et ça nous permet peut-être de répondre à un client et de pas forcément faire rentrer entre guillemets un concurrent sur ce type de prestation. Donc voilà, donc ça peut permettre donc de prester une offre complémentaire ou de répondre à un type d'activité. Maintenant, si on se met de l'autre côté de la barrière, en tant que jeune inscrit ou pas forcément jeune inscrit, en tant que cabinet qui a, on va dire, on a un peu de temps parce qu'on a perdu un gros client, parce qu'on vient de s'installer, qu'on a exactement un peu de temps également. Donc on peut aller consulter, donc aller sur cette plateforme, rentrer, on va dire, ses compétences avec, il y a un système une espèce de thématique à cocher. Alors c'est un peu comme les sites de rencontres, on va dire. Et puis à un moment donné, vous matchez en fonction des offres qui sont déposées par les cabinets et si ça correspond aux critères que vous avez cochés sur la comptabilité, la fiscalité, la conso, etc. Et automatiquement, vous recevez des emails qui vont vous dire, voilà, on peut, vous avez peut-être des missions qui sont susceptibles de vous intéresser, allez consulter la plateforme.
Un point très important qui n'est pas noté dans les slides, c'est que tout cela est totalement anonyme en fait. Alors anonyme, je parle surtout pour le cabinet qui dépose l'annonce, qui dépose l'offre. Il n'y a pas forcément de demande de co-traitance, c'est le cabinet qui propose des missions. Et après, vous avez des confrères qui postulent. En fonction de ça, leur CV donc, est transmis au cabinet et le cabinet donc, qui est anonyme peut répondre, peut dire s'il donne suite ou pas donc à cette mise en relation. On décrit donc dans cette proposition évidemment la nature, le lieu, la rémunération proposée, la mission, etc. Donc voilà. Donc là, pareil, on va passer à quelques métriques, quelques stats qui sont quand même assez, pareil, assez éloquentes. On a eu 232 annonces déposées, donc là, on est uniquement au niveau d'Île-de-France. On a 2256 utilisateurs inscrits. Donc, quand vous savez qu'il y a 6000 confrères en Île-de-France, voilà, c'est un chiffre qui est énorme. Et il y a eu 3250 candidatures déposées pour plus de 500 missions partagées. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui, pareil, il y a eu un vrai buzz. Alors j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent. De toute façon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ce dispositif. C'est vraiment du gagnant-gagnant. On peut, grâce à des visites, presser des missions et faire des missions qu'on n'aurait pas faites. Et inversement, pour les personnes qui postulent, c'est le moyen des fois d'occuper un peu de disponibilité et de pouvoir de travailler et surtout d'être en relation entre confrères. Alors Antoine, merci. J'ai des questions sur Bibuzy à te poser. C'est un jeune expert comptable qui a créé son cabinet ex nihilo et qui souhaite savoir comment optimiser l'utilisation de Bibuzy pour avoir des missions de co-traitance, notamment en audit. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Alors, en audit, c'est assez, on va dire que l'optimisation, elle est assez simple. On est très souvent sur des interventions ponctuelles. En fait, il faut arriver à les connecter rapidement, à bien décrire déjà ce qu'on recherche. Et dans Bibuzy, il y a des périodes. On peut cocher une offre de co-traitance peut-être à temps plein pendant 2 mois, 3 mois, ou inversement à temps partiel. Et les demandes sont faites régulièrement avec en général des périodes qui sont clairement précisées par les confrères. Donc après, l'optimisation, ça veut dire que occuper un maximum de disponibilité avec un maximum de missions à réaliser. Mais après, l'optimisation, c'est à ton niveau que tu la feras parce qu'en fait, connaissant tes dispos, ça sera à toi de postuler ou pas en fonction des créneaux ou des missions qui seront proposées. En général, quand on va regarder les missions, c'est quand même assez précis en fait, les périodes de telle date à telle date, etc., etc. Les périodes d'audit, on sait que ça va bientôt arriver. Alors cette année, j'espère qu'on ne sera pas confiné, qu'on arrivera à un peu se déplacer chez nos clients, où là la co-traitance sera un peu plus facile qu'à distance. Mais voilà, j'ai envie de dire de bien renseigner son descriptif dans la fiche d'inscription. Et puis après, si on parle d'optimisation, peut-être d'élargir au-delà de l'audit, peut-être parce que bon, cette année, encore une fois, on ne sait pas les conditions dans lesquelles seront audités les comptes, mais l'an passé, je pense que les conditions matérielles et logistiques n'étaient pas forcément très favorables à de la co-traitance avec des personnes qui ne connaissaient pas les dossiers. Alors, j'ai une remarque de Aurélie qui dit Bibuzy c'est très bien, mais c'est pollué en ce moment par des publications de confrères qui proposent leurs services à la place de mission. Elle dit c'est dommage. Comment c'est possible? Alors ça, je suis pas au courant. Mais on va regarder parce que on a clairement la main pour scraper ce genre de choses. On a mis en place avec Laurent on va dire un système de rappel pour qu'on ait que des annonces fraîches sur le site. Mais très clairement, je te fais confiance, Aurélie, hein, c'est le cas. En tout cas, on va y remédier rapidement parce que c'est clairement, alors pour le coup, il y a vraiment de la bonne matière à la base entre des bonnes personnes. Donc là, on ne se sera pas dépassé par ce genre de choses et on a vraiment la main sur la base qu'on n'a pas achetée, hein, qu'on a développée. Donc ça veut dire qu'on a la main totalement sur cet outil informatique hein, et on va veiller au grain. Merci en tout cas de m'avoir remonté l'info. Il y a Jules Poujol, donc un confrère, qui nous demande si lors d'une sous-traitance avec Bibuzy, il faut prévoir une commission d'apporteur d'affaires. Si j'interviens chez un client en sous-traitance, le cabinet qui sous-traite est-il rémunéré?
Alors, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Répète-moi. En fait, est-ce qu'il faut prévoir une commission d'un porteur d'affaires si on intervient chez un client en sous-traitance? Le cabinet qui Alors, sous-traite est alors, rémunéré. alors, Vas-y. je peux répondre de plusieurs manières, mais on va dire que moi, Antoine, j'ai besoin d'un sous-traitant, en l'occurrence pour répondre à une mission. Donc, quelqu'un que je vais facturer, mettons 1 000 € au jour. Laurent, je passe une annonce, il me faut quelqu'un à qui je vais moi rémunérer 800 € au jour. Donc, Laurent Benouillis répond à mon annonce, on fait affaire. Concrètement, la lettre de mission, c'est moi qui l'ai avec le client final. Ça reste mon client, ça reste ma responsabilité. Et je garde une marge confortable pour justement ne pas être en couverture de quoi que ce soit et de pas être juste là pour être là et pour porter la mission. Et je m'implique aussi dans le suivi, dans le rendu de la mission. Et Laurent donc est sous-traitant et il n'y a pas de, c'est pas une mise en relation avec le client. C'est une mise en relation entre confrères, mais je reste moi propriétaire du client et ça reste mon fonds de commerce et il n'y a pas de choses. Après, si à travers cette mission, vous voulez vous rendre compte, vous rendez compte que finalement vous ne voulez pas assumer la responsabilité de la nouvelle mission et que vous voulez mettre le confrère en relation, alors je n'appellerai pas ça commission d'apport d'affaires, mais concrètement, si vous voulez mettre en relation donc Laurent Benouillis avec mon client parce qu'on est sur du conseil en gestion de patrimoine où j'y comprends pas forcément grand-chose et Laurent est un très grand spécialiste et j'ai plus rien à faire dans la boucle, mais peut-être me faire rémunérer pour tout le travail d'approche que j'ai fait, de présentation, etc., etc. Mais une fois que j'ai touché ces prestations pour le temps que j'ai passé en amont de la mission, en effet, je peux sortir de la boucle. Mais c'est pas l'esprit dans lequel a été créé BBZ. BBZ, on est vraiment là pour, un peu comme pour trouver, alors je vais vulgariser un peu la chose, mais comme pour trouver un collaborateur qui va nous aider à faire une mission, sauf que là, on s'adresse pas à des collaborateurs, on s'adresse à des confrères. Si j'ai répondu à la question. Écoute, oui. J'ai une question. Oui, absolument. Merci, c'est très clair. Nous dit Jules, à qui tu viens de répondre. Il y a Ali qui dit qu'elle confirme la remarque d'Aurélie sur le fait qu'il y a des. Je reconfirme que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, donc on est d'accord. Après, j'ai une question. Attends, je remonte. Jean-Claude qui dit est-ce que ça fonctionne réellement? J'ai déjà répondu que ça fonctionnait super bien. Alors, c'est simple. Pour être très clair, en 2 ans et demi, j'ai dû réaliser moi personnellement 5 ou 6 missions comme ça, grâce à ça. Je n'ai jamais proposé de ressources de confrères salariés au cabinet sur ce. Par contre, en tant qu'offreur d'emploi, je l'ai fait. Et Laurent, je crois savoir, même je sais que toi également. C'est-à-dire que tu l'as fait. Des histoires incroyables avec Bibuzi, j'en ai plein. Il y a Gilles Gambaro qui a utilisé Bibuzi pour trouver un sous-traitant parce qu'il était coincé à la suite de la démission de sa chef de mission et donc il avait besoin de quelqu'un. Un jeune s'installait, a répondu. Et 2 ans après, enfin 1 an après, puisque là, ça vient de se faire, ils sont en train de s'associer ensemble dans le cabinet. Moi, j'ai eu toi-même avec la paye, exactement. Moi, j'ai eu recours 2 fois. Une fois pour trouver un remplaçant, un chef de mission qui est parti en pleine période de bilan. Donc, j'ai contracté avec une consoeur qui a intervenu pendant 2 mois, qui venait de s'installer, elle était ravie à 3/5e. Ça a duré le temps que j'en fasse un recrutement. Et pour le social, en fait, c'est un type très sympa qui s'était associé avec une consoeur pour créer ensemble un cabinet, lui en social et elle en exploitation comptable. Et par le plus grand des hasards, ils ont fait ça à 200 mètres de chez moi, dans la rue derrière. Mais moi, je ne les connaissais pas. Et dans Bibuzi, on a passé l'annonce. Et il a répondu en disant bah oui, moi je suis dispo, j'ai du temps. Et ils venaient de démarrer leur installation. Et donc ça, c'était il y a quasiment au début de Bibuzi. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il continue en fait à bosser en sous-traitance pour moi à raison de 3/5e au sein du service social et le gars est super. Donc voilà, donc c'est une longue histoire. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Non, ça marche vraiment. Ça coûte un peu plus cher qu'un salarié, évidemment. Après, ça coûte assez peu cher pour qu'on puisse faire de la marge quand même. Et surtout, ça nous permet de croître et des fois de faire face aux difficultés de recrutement. Et surtout, il y a une réactivité. C'est-à-dire que là, on est jeudi soir. Je passe une annonce sur BBZ pour un démarrage peut-être lundi. Je pense que demain, j'ai 2-3 personnes qui vont postuler.
C'est clair. Non, non, ça marche très bien et honnêtement, ça a développé le chiffre d'affaires à la fois du donneur d'ordre et du sous-traitant. Hein. Il y a un Donc, cercle vertueux très c'est important. gagnant-gagnant pour la profession. Ça, c'est vraiment une idée absolument qui a prise immédiatement. C'est vraiment super. Est-ce qu'il y a des modèles de contrat entre confrères? Alors, oui. Et après, Oui, il y a un modèle de, ouais, il y a un modèle de contrat qui est proposé sur la plateforme de mémoire, un modèle de co-traitance. Après, j'ai envie de vous dire, parce que pour l'avoir utilisé et avoir utilisé d'autres types de contrats, après, ça va vraiment dépendre aussi de la mission que vous allez réaliser. Mais concrètement, oui, il y a un modèle de contrat qui est utilisé, qui est proposé sur la plateforme. Après, la logique et la philosophie de la chose, c'est que donc celui qui offre on va dire, qui demande à être aidé, ben, garde le lead sur son client, c'est sa mission, et il a un contrat un peu de co-traitance ou de sous-traitance, donc avec la personne qui va l'aider, qui lui facturera lui des honoraires, et après l'expert comptable, on va dire, qui a le lead sur le client, facturera au client la mission. alors après, question de Jean-Claude qui dit pour les missions un peu atypiques, stratégie patrimoniale, évaluation, fusion, est-ce qu'il y a du monde? Alors, du monde, nous avons prévu les cases, en tout cas pour les spécialités. Moi, ne prestant pas, je ne peux pas forcément répondre sur cette partie-là. Après, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, évaluateur, etc., c'est quand même des niches de compétences et de savoir. Ce qui peut être certain aussi, c'est qu'il y a beaucoup de confrères donc, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ces compétences-là et qui peuvent très bien faire ces démarches. Là, comme un entre confrères qu'on est avec un code de déontologie, etc., et qu'on a un contrat de co-traitance, on peut penser que des confrères qui n'ont pas la compétence et qui savent que les BISI existent puissent faire la demande. Donc après, si vous êtes référencé dans les bonnes cases, vous recevrez un email, allez voir l'annonce qui a été publiée, elle est susceptible de vous intéresser. Maintenant, je n'ai pas les stats par catégorie, Laurent, mais elles existent, je crois. Absolument. Elles existent. Je sais que la majeure partie de la co-traitance, pour être sincère avec vous, c'est que c'était sur la partie audit et sur la partie expertise, mais c'était peut-être de mémoire, hein, c'était les 3/4 du camembert. Et après, il y avait plein de petites missions en fonction des compétences spécialisées. Mais là, pour le coup, pour vous dire s'il y avait des évaluations ou du CGP, enfin de la gestion de patrimoine, voilà, ça, je n'en ai pas de souvenir. Alors, toujours sur Bébuzy. Au bout de 10 questions, Laurent, c'est payant. Hein. Alors, question de Pascal qui dit qu'il a utilisé Bébuzy avec une consoeur en CAC, qu'il ne lui a pas rendu ses comptes rendus et donc ne savait pas quoi faire. Il a dû faire appel au conseil régional pour régler le problème. On met en relation les experts comptables entre eux, on ne garantit pas. Voilà. Alors, après, c'est sûr que la mise en relation entre personnes, entre 6000 personnes, en l'occurrence, il n'y en a pas 6000, il y en a 2300. 2000 et quelques, 2300, il est évident qu'il peut y avoir des anicroches. Après, là, après, je n'étais pas là pour voir comment ce qui s'est passé, mais concrètement, en général, en tout cas, les retours qu'on a, nous, ça se passe très, très souvent, donc de façon très confraternelle, voire des fois, il y a des success stories. Gilles Gambaro donc est un bon exemple, mais pas que. Hein. Nous, il y a 2 personnes, il y a en 2018 à qui on a fait appel, qui sont encore dans notre environnement, alors qui travaillent un peu moins avec nous parce que malheureusement, hein, mais elles ont développé leur chiffre d'affaires en direct, on va dire, avec leur cabinet, mais elles sont toujours là, raison de 1 jour ou 2 par semaine, alors qu'avant c'était 3 à 4 jours. Il peut y avoir des bugs évidemment, mais comme dans toute relation, de façon générale. Absolument. Et sur 300 missions qui ont été partagées, hein, c'est normal qu'effectivement on ait parfois des incidents, mais ça concerne vraiment qu'une minorité. La plupart, enfin c'est pas la plupart, c'est tous les prestataires au sein de Bébuzy sont tous experts comptables. Donc voilà, c'est déjà un gage en termes de respect, de confraternité, de déontologie à minimum. Bon, j'ai encore d'autres questions, notamment des propositions d'amélioration sur des compléments à faire, etc. Alors, évidemment, les propositions d'amélioration, il faut les envoyer par mail au contact du permanent qui va vous être donné demain dans les slides qui vont vous être envoyés. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il faut accélérer ce qu'on se rend. Exactement. Donc c'est pour ça que je proposais de passer à la suite, parce que sinon on allait terminer à 22h. Donc, Pont, merci beaucoup à toi Antoine. Alors Pont. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser à la permanente, dont vous aurez les coordonnées demain.
Bon, alors pour l'idée, c'est de faire une sorte de TripAdvisor, non pas des restaurants parce qu'ils sont fermés et se confinés, mais des outils numériques en ligne. Les outils peuvent être référencés soit à l'initiative de l'éditeur, soit à votre initiative. En tant qu'expert comptable, vous pouvez signaler un outil pour qu'on l'inscrive sur la plateforme. Et ensuite, vous pouvez mettre des notes. Lorsqu'on est expert comptable, on a accès à ces notes, à ces commentaires. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de notes parce que, évidemment, vous avez autre chose à faire que passer votre temps à donner des notes, mais c'est dommage. Aujourd'hui, il y a il y a près de 120 outils qui sont référencés sur le site Pont. C'est très 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 utile quand vous cherchez un logiciel de caisse pour un client dans l'automobile. Bah, vous allez sur Pont, vous allez dans les indexations et vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà. Si vous avez un moment, vous pourrez mettre une appréciation parce qu'il y a un truc que vous appréciez ou un truc que vous n'appréciez pas. On a eu quelques pressions par des éditeurs qui nous ont dit ouais, il faut enlever le commentaire. On n'a pas fait. On a dit non, non, mais on n'est pas là pour faire la police. S'il y a un mec qui n'a pas aimé ton logiciel, eh bien il le dit et on le laissera sur la plateforme. Et tant pis pour les partenariats futurs si ça te pose un problème, parce que nous on est éditeur de la plateforme, on n'est pas en charge de faire la police des commentaires. Évidemment, on enlève tout ce qui est injurieux, déplacé, mais si c'est un commentaire qui est argumenté, qui dit que le produit ne fonctionne pas et que ça a été le machin, on le laisse. On laisse évidemment par contre la possibilité à l'éditeur de répondre en disant oui, bah ça c'est la version 1, la version 2 corrige le problème, voilà. Donc utilisez Pont, ça va vous faire gagner beaucoup de temps pour trouver des outils numériques. Tous les éditeurs sont susceptibles de présenter leurs produits dès lors que c'est un outil en ligne et qui est utile pour les experts comptables. Alors, le dossier suivant dont on souhaitait vous parler, c'est l'Espace Pro. Alors, j'ai plein de slides à vous montrer, mais on va aller très vite parce qu'Espace Pro, ça vient de sortir. En fait, c'est la possibilité pour tous les experts comptables d'avoir l'ordre des experts comptables en ligne. D'accord, on nous parle tous de démat et de relations dématérialisées, mais on n'avait quasiment rien dématérialisé au niveau de l'ordre des experts comptables. Donc, à partir de maintenant, l'objectif, c'est que vous puissiez récupérer notamment, premier objectif, les attestations d'inscription. Le deuxième objectif, les attestations de présence. Vous participez à une formation, c'est pas normal que lors des experts comptables vous la demande. On va faire en sorte que tout soit centralisé dans cet espace. Toutes vos associations de formation, à des rendez-vous 50, aux universités d'été, à transfert, à toutes les manifs auxquelles l'ordre participe. Alors, est-ce que tu peux avancer? Voilà, on s'identifie, Pascal, voilà, sur l'espace pro. On clique sur continuer et on arrive dans une zone, voilà, parfait, où là vous visualisez votre compte. Votre numéro infra, très utile si vous avez besoin de voter, c'est une bonne idée de voter, donc vous pouvez voter, vous connecter, vous retrouvez votre numéro infra, et ça vous dit où vous en êtes, quelle est l'actualité de la profession. Si tu avances, voilà, ça c'est des modifications du tableau, les informations au tableau, avance, voilà. Personne physique, voilà. Hop, vous pouvez faire une demande parce que vous avez déménagé, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un truc à changer, vous le faites directement en ligne. Avance. Voilà, ça c'est vos établissements, pareil. Vous pouvez vous inscrire directement depuis l'espace pro à certains événements et récupérer automatiquement attestation de participation et support. Vas-y. C'est un extranet réservé à vous. Voilà. OK. Vous pouvez directement prendre contact avec le service de l'ordre à travers une messagerie privée. Et vas-y, continue. Trouvez les réponses à vos questions. On a une fac. Voilà. Continue. Avance, Pascal. Tu as fini? C'était la dernière slide? Ah, voilà. Merci de votre attention. Alors, on avait des vidéos, on les a pas diffusées. Bon, tu me diras, on n'a pas eu le temps. Tant pis pour les vidéos. Si, non, messagerie, fac. Et merci de votre attention. Voilà, bon, on a fini. Eh bien, merci à tous de votre attention. Tant pis pour les vidéos. On voulait remettre en ligne. Vous pourrez les visualiser dans le deuxième temps. On a un peu débordé d'un petit quart d'heure, mais on avait beaucoup de choses à dire. C'est parce que pendant ces 4 années, avec les 30 élus de l'Ordre de Paris, on a fait beaucoup de choses. Donc, c'est normal que ça nous a pris beaucoup de temps. Voilà. N'oubliez pas de voter. C'est les élections. Il vous reste encore une semaine. Tu as raison de le rappeler. N'oubliez pas de voter. Et pour la voilà, exactement. Et merci à tous de votre participation
et à très bientôt. Merci, au revoir.